Je me rappelle encore de ce jour où mon père m'a parlé pour la première fois de Benjamin Sanson, un des grands nageurs aux côtés desquels il a pratiqué à l'époque. Je devais avoir 10 ans tout au plus, et j'en avais déjà écouté un paquet de ces histoires de haute renommée, de toutes ces quantités de longueurs de bassin avalées chaque jour par l'élite de la natation française dont il a fait partie si brillamment. Et j'étais plus si impressionnable que ça. Mais ce qu'il allait me dire là allait me faire tomber de haut. Ce fameux Benjamin Sanson avait décidé de se reconvertir dans un tout autre sport, qui me mettait des étoiles dans les yeux rien que par son nom. C'est alors que j'entendis pour la première fois ce mot, l'Ironman. 4 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Un seul mot retentissait alors dans mon esprit, hallucinant. D'où l'importance de bien adresser nos paroles aux enfants en choisissant avec minutie nos mots. Faisons une avance rapide jusqu'à mes 17 ans, sans s'attarder sur l'interstice entre ces âges qui méritera bien d'autres vidéos. On se retrouve à la fin de mon année terminale, et c'est pas le baccalauréat qui va nous intéresser ici, mais la fin de mon année de rédemption. Ma deuxième naissance a donné lieu à un changement de vie complet. Un autre Swami est apparu, avec un nouveau cerveau, une nouvelle façon de voir la réalité. T'en résulte une ambition croissante, mais je marche sur un fil. Derrière moi, il n'y a rien. Impossible de revenir en arrière. J'ai tourné la page, puis brûlé l'une après l'autre. Il n'y a plus de livres. Et devant moi, un océan de possibilités. Une masse difforme qu'est le potentiel inachevé que la vie propose lorsque l'on n'a rien à perdre et tout à gagner. Excitant, exaltant, non? Mais cela pose un problème. Je me vois mal avancer sans phare dans cette aventure qu'est la vie. Où aller quand tout est possible? Alors j'ai décidé de devenir plus que quelqu'un qui n'a pas de barrière. Un créateur. Quelqu'un qui les pose lui-même pour protéger son propre chemin. J'écris alors ma ligne de vie. Cela est une autre histoire, que nous nous raconterons un autre jour, dans d'autres circonstances. Arrivé à l'aube de mes 25 ans, après des années à me construire, je me dois de faire le point. Me suis-je perdu, malgré mon phare dans la nuit? En même temps, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus d'un phare dans la nuit dont j'ai besoin. Dans ma vie, il fait grand jour. La lumière a fait son apparition grâce à une patience et des efforts infinis. Maintenant, j'ai même besoin de lunettes de soleil. Ai-je eu des illusions d'optique avec toutes les lueurs que la vie a placées devant mes yeux? Je me vois me repencher sur cette fameuse ligne de vie. Et là, l'Ironman apparaît sous mes yeux. C'est maintenant, c'est cette année, c'est écrit. Le contrat que j'ai passé avec moi-même il y a 8 ans doit continuer de suivre son cours. Sinon, je sais parfaitement ce qui m'attend. J'ai déjà essayé de faire cavalier seul sur mon navire, sans prendre de phare à l'horizon comme point de repère. Ni une, ni deux, pas de place au choc ou à l'appréhension. Je le place ensuite logique. Aucun compromis émotionnel ne se placera sur ma route envers mes rêves de gosse. Quoi qu'il advienne, je ferai un Ironman dans l'année. Cela me tombe sur la tête. Je viens de quitter la stabilité ultime d'un métier sécurisant. Marin-pompier de Marseille au sein de la Marine nationale. Je suis en plein chantier, en train de construire un autre de mes rêves de gosse. Avoir ma propre entreprise et pouvoir apporter ma lumière au monde de la façon dont je l'entends. Et d'un côté, ça tombe bien. Je me suis spécialisé sur un domaine qui va se révéler parfaitement approprié. Mon expertise, c'est de trouver le compromis qui apporte le plus de résultats avec le minimum de moyens. Je parle tous les jours avec des dizaines de gars ambitieux, afin de trouver la solution à leurs problèmes d'organisation, de planification et de priorisation, afin de ne pas laisser le tumulte de la vie quotidienne les empêcher de réaliser leurs aspirations les plus profondes. Le résultat sur lequel ils ont passé des années à rêver pendant toute leur enfance et leur adolescence en regardant leur écran. Ce pourquoi ils se sont dit un jour que la vie valait la peine d'être vécue. Quelque chose de plus grand qu'eux, de plus fort qu'eux, de plus profond. Devenir l'homme qu'ils rêvent d'être. Devenir l'homme qu'ils espèrent pouvoir être. Devenir l'homme qu'ils doivent être. Alors là, je sors mon arsenal, ma méthode efficiente que j'ai mis tant d'efforts et de réflexion à construire. Mais pour une fois, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que je vais la mettre en œuvre, mais bien pour moi. En effet, j'ai grand besoin de mon propre accompagnement, et je corresponds parfaitement à la situation dans laquelle sont les gens que j'aide. Je vais donc appliquer ma doctrine, l'optimum de Pareto appliqué au sport. Si mes ressources sont bien réparties, j'aurai une situation parfaitement optimisée, avec une impossibilité de toucher à quoi que ce soit sans perturber l'équilibre de mon écosystème. Il faut donc que je sois efficient,
en obtenant le maximum de résultats en partant du minimum de ressources. Je fais donc le point sur mes ressources primaires, temps, argent et énergie. Le temps, j'en ai très peu, avec ma boîte en construction, ma demande en mariage et les autres sports que je pratique. Aerox, powerlifting et la musculation pour avoir l'esthétique physique nécessaire pour mon rôle d'exemple, pour exercer mon activité de coach sportif. Tout ça me prend tout le reste de mon temps libre. L'argent, je réinvestis tout dans mon entreprise, avec les gens que j'ai à payer pour qu'elle tourne, le budget publicitaire pour me faire connaître, les formations continues, les outils de coaching pour apporter la meilleure qualité de suivi possible à mes adhérents, le peu qui reste part dans la demande en mariage, la nutrition de qualité et les restaurants pour se faire plaisir au quotidien. Et j'ai encore beaucoup d'autres projets sportifs et de compétitions qui m'attendent cette année. Donc même si c'est du budget que je compte pour mon entreprise, ça reste toujours des ressources à allouer qui sont donc indisponibles pour cet Ironman. Autant dire que je ne vais pas être le gars sur un vélo dernier cri à 5 000 €. Pas être le gars qui a sa propre combinaison, sa propre trifonction et tout le matériel optimisé avec des marques à non plus finir. Autant dire que je ne vais pas avoir une montre de running optimisée, que je ne vais pas avoir des prolongateurs sur mon vélo, que je ne vais pas avoir de compteur sur mon vélo, que je ne vais pas avoir tout simplement le matériel nécessaire et suffisant pour un Ironman comme on l'entend. Et que je ne vais pas non plus choisir le label Ironman qui coûte 2 fois plus cher qu'un triathlon classique, simplement qui n'a pas été labellisé et acheté par cette marque. Et dernière ressource primaire, l'énergie. Cela, j'en ai à foison. Et j'en dépense beaucoup pour mes autres activités. Mes différents sports, mon travail, ma relation. Mais dû à une mentalité bien calibrée et une vision à long terme, ultra inspirante, j'ai un moteur puissant qui me nourrit chaque jour. D'autant plus que quand on se penche sur les 4 piliers de la performance, j'ai extrêmement bien géré pour avoir un maximum de retour chaque jour de la part de mon organisme. Pilier numéro 1, l'entraînement. Forcément, de par mon métier, j'ai énormément de facilité à gérer cela à la perfection, de manière à être parfaitement dans le seuil optimal de progression et ainsi avoir toujours le meilleur ratio entre juste ce qu'il faut d'énergie et la meilleure vitesse de progression possible. Et surtout, obtenir le beurre et l'argent du beurre en réalisant toutes mes performances en force, endurance et obtenant en parallèle mon meilleur physique. Tant de choses qui ont un retour sur investissement colossal en termes d'énergie de par la gratification que cela me rapporte. Pilier numéro 2, la nutrition. Encore une fois, mon métier m'avantage. Avec la méthode efficiente, j'approche la nutrition sous l'angle des 3 sphères. Social, plaisir, santé et énergie. Donc autant dire qu'avec cette méthode, je n'ai jamais cette sensation d'être en diète et de me restreindre. Surtout qu'avec les connaissances que j'applique, je me permets tout. Restaurant, apéro dînatoire, repas avec la belle famille, anniversaire. Bref, je suis en kiff en permanence. D'ailleurs, ce sont exactement les systèmes que j'apporte dans le module 4 et 5 de mon accompagnement personnalisé, la méthode efficiente. Donc le retour en investissement sur l'énergie explose le plafond. De longues heures d'explication seraient nécessaires. Si ça t'intéresse que j'en parle, dis-le moi en commentaire. Pilier numéro 3, le sommeil. Même s'il est vrai que je n'ai pas la quantité qui est tout le temps au maximum, avec pas mal de nuits entre 5 et 7 heures, je m'applique à essayer de tendre le plus possible vers un 7 heures minimum en indépassable. Pour le moins, dans tous les cas, je ne me laisse pas abattre, en me penchant sur les 2 autres portions tout aussi importantes, qualité et régularité. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet à nouveau, ça demanderait une vidéo entière. Mais si ça t'intéresse, envoie-moi un message sur Instagram, qu'on discute et que je t'aide à mettre en place les bonnes pratiques. Et pilier numéro 4, la gestion du mental et du stress au quotidien. Encore une fois, ça mériterait plusieurs vidéos complètes, des heures et des heures de contenu. Mais retenons déjà que ça a été le plus important et le levier le plus impactant. Je reviendrai dessus juste après dans la partie préparation. Mais en attendant, si le sujet t'intéresse, je t'ai offert un de mes coachings de groupe que j'ai fait sur le sujet pour mes adhérents. Je trouvais que la valeur était beaucoup trop haute et que ça pouvait réellement aider énormément de personnes. Donc je te l'ai partagé gratuitement sur ma chaîne YouTube. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses aller la voir. Que ce soit après cette vidéo ou à un autre moment, en tous les cas, enregistre-la bien parce qu'elle est cruciale. Voilà, le point est fait sur mes ressources. Donc, on a un temps extrêmement réduit, des moyens financiers déjà engagés sur d'autres projets et une énergie allouée de partout, mais qui est maximisée par les bonnes actions que j'ai mises en place. J'applique donc la loi de Pareto et recherche les 20% qui apportent 80% du résultat.
il va falloir les cibler et me limiter à cela. Sinon, je passerai dans l'utilisation du 80% de ressources restants qui n'apportent que 20% du résultat. Et je serai perdant sur tous les tableaux. Alors autant utiliser ces ressources ailleurs, dans mes autres domaines de vie où j'en ai tant besoin et où je pourrais également cibler l'optimum de Pareto afin d'obtenir toujours plus de cette vie. Ok, les amigos, j'annonce officiellement le début de préparation, l'Ironman. Je décris le challenge qui n'est pas simplement de faire cette course, qui est de faire cette course sans préparer le vélo. La course est composée de 3,8 km de nage, 180 bornes de vélo et 42 de course à pied, donc on se rend vite compte qu'en fait, le vélo ça prend une partie qui est prépondérante dans cette course. J'ai pas le temps de faire de vélo, ça prend beaucoup trop de temps. Je vais juste bourriner la course pour exploser mes objectifs de course en 2025 et me permettre d'avoir de quoi encaisser un triathlon XXL, donc c'est-à-dire qu'en fait le marathon, après 180 bornes de vélo non préparées, ça doit être une bagatelle. La nage, bien sûr, je vais la préparer parce que j'ai pas envie de mourir et de couler dans le lac. Donc il faut que j'arrive sur le vélo frais, donc une bonne natation, une bonne technique, une bonne économie dans la nage. Je prends même pas de combi, je la loue le jour même. J'aurais jamais nagé en eau libre, mais bon, je l'ai déjà fait par le passé. Donc ce sera full découverte. C'est full sortir de sa zone de confort, c'est un défi de barge, ça y a pas à dire. Ça m'a coûté un petit billet, 442,90 €. On va pas dire qu'on est content de les lâcher, mais bon. Regardez un peu, ils sourient, ils sont contents. Ça vaut le coup, non? Et puis il y a aussi ce truc que je me dis que, je sais pas si on aura tous une médaille, j'espère, j'imagine. Quand mes enfants, dans 15 ans, vont commencer à regarder dans mes souvenirs et vont voir une médaille d'un triathlon XXL, qui vont commencer à comprendre ce que c'est, et qui vont se dire, mais en fait... Papa, il a fait ça il y a 15 ans. Genre, on n'était même pas nés, il avait déjà fait des dingueries comme ça. Alors que là, au quotidien, il nous impressionne déjà. Ils vont être sacrément inspirés. Donc, petite dédicace à mes futurs enfants. Si vous voyez cette vidéo, eh bien, actuellement, j'ai 25 ans. J'ai même pas commencé à publier la chaîne YouTube parce que pour l'instant, je suis encore dans la peur de faire quelque chose de nouveau, la peur du jugement. Je vais sortir cette vidéo probablement 6 mois plus tard. Je fais une boîte temporelle que j'enterre dans mon jardin, sauf que je la mets directement dans le téléphone. C'est assez stylé comme concept, j'aime beaucoup. Le Summit de 25 ans a parlé et dans 15 ans, on regardera cette vidéo à nouveau. Et ce sera très drôle. Premier défi de barge lancé. J'ai eu mon anniversaire là, mes 25 ans. Pour moi, ça ouvre la porte à cet arc 25-30 où j'ai prévu de mettre que des défis de fou. En voilà un. J'avais fait un plan de vie à 18 ans et dedans, il y avait le fait de faire un Ironman à 25 ans et donc on y est. Donc j'ai juste actionné mon plan afin d'être en cohérence avec ce dernier qui me plaît toujours autant, que j'ai réécrit au tableau blanc récemment et ouais, l'issue de ce plan me plaît, donc je vais juste faire chaque étape du plan. Et là, on est à cette étape, donc action dessus. Préparation de l'Ironman sans préparer le vélo. Let's go. Bon, c'était bien beau la théorie, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Comment j'ai préparé tout ça? Quels entraînements? Pendant combien de temps? Tu vas voir que c'est assez cocasse. Parlons du premier sport, la natation. Né d'entraîneur et de nageur de haut niveau, j'ai été poussé très tôt vers ce sport, mais sans appétence particulière. J'ai dû pratiquer par la force des choses pour ma préparation au concours d'entrée de marin-pompier au sein de la Marine nationale. Mais après ça, abandon total. Je quitte le navire. Ce sport me rebutait réellement plus qu'autre chose. Ne serait-ce pas là un reste de psychologie inversée infantile? Je me retrouve à reprendre ce sport encore une fois pour des raisons professionnelles afin d'aller chercher quelques qualifications dans le milieu du sauvetage nautique. Puis après, à nouveau, tu connais la chanson, arrêt total. En fait, quand je n'y suis pas contraint, je ne pratique pas. Et à chaque fois, la reprise est extrêmement laborieuse. Je dois me rendre à l'évidence. J'ai beau forcer les choses autant que je le veux, je ne suis pas un être nautique. Je surcharge musculairement au bout de 50 mètres et je fais des allergies violentes au chlore. À tel point qu'après chaque entraînement, pendant des journées et des nuits entières, j'ai les sinus complètement congestionnés et je fais des éternuements d'un autre monde. Et j'ai même pas la mobilité articulaire requise pour être à l'aise avec les bras au-dessus de ma tête. Même cette position de base est un effort à maintenir pour moi. Ma seule qualité ici, c'est ma résilience. Ça ne me dérange pas de me taper des 2000 mètres non-stop à allure lente et je fais surtout preuve d'une patience et d'un stoïcisme à toute épreuve. C'est le plan à suivre pour atteindre ce que je veux, ma vision. Alors je le suis scrupuleusement et je l'applique à la lettre. Je commence donc à nager et ça dure quelques semaines tout au plus,
juste assez de temps pour intercaler une séance avec un ami et lui présenter le projet. Je lui explique mon concept de ligne de vie auquel il adhère à 100%, étant donné qu'il est autant empreint que moi de symbolisme. Il est tout de même de formation militaire également, me direz-vous. Nous voilà donc partis pour l'aventure. Mais très rapidement, la vie va me rappeler à l'ordre. Je n'ai absolument pas le temps de pratiquer. J'arrête donc une première fois. Une première barrière saute. Mais après tout, rien d'inquiétant. Nous sommes à 9 mois de l'échéance. Empreint de symbolisme comme toujours, je décale immédiatement de 3 mois. Et me dis que 6 mois avant, c'est bien assez pour commencer. Quant à mon ami, la vie fera que nos chemins s'écarteront quelque peu durant 1 mois ou 2. Puis, qui s'écarteront pour toujours, de façon irrémédiable. Durant la course, cela créera un ancrage fort, imbrisable. Nous en reparlerons plus en détail dans la partie préparation mentale. La course à pied, parlons-en, tiens. Jusque-là, je m'amuse avec une petite saison de trail pour atteindre un 50 km pour mes 25 ans. Mais au quotidien, c'est plutôt amélioration de mon allure sur des distances comme 5 et 10 km, avec du fractionné et des WOD pour m'améliorer sur l'Aerox. Donc, pas du tout le volume pour un Ironman. Je cours 2 fois dans la semaine, peut-être 3 si on compte les WOD, avec un volume total par semaine d'environ 15 à 25 km. Le pire, c'est que j'ai décidé de ne pas préparer le vélo. Donc le marathon va être extrêmement dur, après un effort aussi inhabituel que 180 km dans une discipline que je ne pratique même pas. La dernière fois que j'étais sur un vélo, c'était il y a un peu moins d'1 an. Et c'était sur un VTT. Et même pas à mon allure, parce que c'était pour encadrer un stage avec des jeunes sapeurs-pompiers. Mon dernier réel entraînement de vélo de route remonte à il y a des années, en 2019. Et encore, c'était qu'une sortie par mois et ça n'a duré que quelques mois. Mais j'ai toute confiance. Pour le coup, c'est le seul sport de ma vie dans lequel j'ai des facilités. Donc je poserai mes fesses sur un vélo pour la première fois le jour J. Et puis il faut dire qu'avec toutes ces années et tous ces défis, j'en ai marre. Le processus, je le connais par cœur. Tu positionnes un objectif qui n'est pas encore à ta portée, mais que tu sais que tu peux atteindre en te préparant correctement. Tu traces un plan d'entraînement, pendant les séances tu te donnes à fond, tu serres les dents, t'es discipliné, tu manques jamais une seule séance, tu fais des sacrifices sur les autres plans de ta vie, et hop, t'atteins ton objectif. J'en ai marre de ce schéma, je le connais par cœur. Et honnêtement, quand j'ai écrit Ironman sur ma ligne de vie, c'était clairement un rêve, j'y croyais pas du tout. Je plaçais simplement un espoir aveugle en ma capacité à suivre le plan pour devenir la personne pour qui c'est réalisable. Mais aujourd'hui, je sais pertinemment qu'en me préparant, je vais y arriver. Il y a déjà plus de challenge, rien qu'à l'évoquer. C'est comme si on me demandait de planifier un trajet pour Paris et que je rentrais tout simplement Paris dans le GPS qui allait calculer l'itinéraire en fonction de ma position. Il y a vraiment plus aucun intérêt, le plan est connu et la destination est assurée. Aucune surprise et l'accomplissement est certain. Parce que tu me diras, oui, il peut arriver des embûches sur le chemin. Et c'est ça qui rend la chose sympa aussi. Oui, bien sûr. Mais justement, le procédé, je viens de te le dire, je le connais par cœur. Je connais ces fameuses embûches et surtout ma façon d'y réagir. Quand j'ai défini que j'allais faire quelque chose, je suis infaillible. Peu importe la taille de l'embûche, je fais ce qu'il faut pour y arriver. Donc j'ai pas besoin de savoir à l'avance quelles vont être les embûches. Je sais d'avance que je vais les surmonter. Tu vois maintenant? Tu comprends comme c'est plat et peu stimulant. Donc j'ai eu besoin de corser les choses, de rajouter d'emblée un événement incontrôlable sur lequel je n'avais aucune prise avant le jour J. Bah oui, si je suis bon en planification, quoi de mieux que m'empêcher de planifier? Donc, j'aurais pas le droit de m'entraîner à vélo. C'est mon parfait compromis qui rend les choses réellement challengeantes et qui me retire une grosse charge de travail en termes de volume horaire. Je me retrouve en janvier, tout juste après les fêtes, à 6 mois de l'échéance, prêt à attaquer. C'est le premier entraînement de la prépa Ironman et il y en aura qu'un par semaine. La prog est déjà faite, c'est la prépa la plus loufoque du monde. Mais bon, on va y arriver. Let's go. Je fais même un test de départ, 1000 mètres à 2 minutes au 100 mètres. On fait le test 1000 mètres en piscine, sans utiliser trop les jambes ni la poussée de jambes des murs. Pour simuler pour le triathlon, j'ai 6 mois pour prendre cette allure, la faire un peu progresser, surtout la faire tenir sur 4 km. Forcément, je peux pas nager depuis longtemps, c'est un peu bizarre. Là, on est dans le jus. Il y a un vent de dingue. J'essaye de couvrir le micro. J'ai fait mon test de natation. Je fais mon run de récup entre 16 et 20 km, entre 5 et 6 minutes au kilo. Et il fait froid. Let's go! C'est un truc de fou. Il y a un ciel qui est d'un gris noir, mais terrible. Et il y a un vent. Je sens plus mes mains. C'est un truc de malade. J'ai l'impression qu'il fait nuit. Je capte aucun photon. Ouais, il te fout la pression en plus. Il te fout un compte à rebours là. 206 jours. Ça met un tout petit peu la pression, même si pour l'instant je visualise pas encore. Je suis plus dans le on y va parce qu'on a dit qu'on le faisait. Et peu importe ce qui va se passer, on va se débrouiller pour que ça passe. On va pas mettre de visualisation, on va pas mettre de projection dessus. On va juste faire du taf et le jour J, y aller au mental parce que c'est ça que je sais faire en fait.
me lancer dans des grands défis sans trop y penser avant parce que sinon ça crée de l'anxiété, de la peur et ça peut pas s'immiscer en fait. Faut juste garder ce mental de ok, quand on est dans une action, on le fait à balle et c'est tout, pas de doute en fait, pas de peur qui s'immisce. Quand je pars sur un trail 50 comme j'ai fait la semaine dernière, en fait c'est juste let's go, pas de doute. Et là, la vie me shoot à nouveau. Je me retrouve à faire la même pirouette symbolique et je repousse de nouveau de 3 mois. Et là, je commence à mentaliser à fond pour tout rationaliser. 3 mois avant l'échéance, ça fait 12 semaines. J'aurais qu'à faire un bloc double de 2 fois 6 semaines, avec une progression portée uniquement sur le volume, comme prévu. Je l'échelonnerai en partant à reculons pour avoir fait au moins une fois la distance avant le jour J. Ça va, ça a l'air cohérent. Donc mon cerveau l'accepte. Mais on sait, toi comme moi, que c'est une pirouette de justification mentale. On se retrouve donc à 3 mois de l'échéance. Toujours pas l'ombre d'une préparation. Je pars donc au pied de guerre. Ok, première séance de natation, prépa Ironman. Les pumps de la natation, ça faisait longtemps. 1500 mètres, zone 1, parce que tout simplement, la natation, ça doit en rien impacter le physique, la force. Je veux juste survivre. Quitte à nager à 3 minutes au 100, j'en ai rien à foutre. Donc le physique et les perfrest, la natation, ça va juste suivre son cours. Évolution progressive du volume jusqu'à nager les 4000 mètres. Je sais très bien que demain, là, je me lance. J'ai juste à me calmer ma respiration, nager doucement, je fais 4000 mètres. Le but, c'est de survivre le mieux possible pour sortir sur le vélo que je prépare pas. 0 séance de vélo dans la prépa. Le vélo sera changeant, donc faut sortir à peu près fond de natation. Ok, le swimrun se passe bien. J'avais oublié que c'était 15 bornes et que c'était pas 20 bornes, donc ça fait plaisir. 5 en étant tranquille. Franchement, c'est cool. Là, c'est la fin de la semaine de reprise. La prog Ironman. Au début, c'était dur. Franchement, je me disais, dans 12 semaines Ironman, c'est 3 mois de prépa seulement. Et il y a l'Irox au milieu, il y a des vacances, il y a plein de trucs. Bien sûr, la progression en force continue. Pas chose aisée. 3 mois prépa Ironman sans préparer le vélo. Je monterai pas une seule fois sur un vélo pendant toute cette prépa. À part les Vélib. Franchement, quelle aventure. Quelle aventure. Et ne me confondez pas, hein, je parle bien de full Ironman, pas de half. Hein. Comme certains en parlent et oublient de dire que c'est des halfs. Alors que c'est le double, bordel, le double. Et que la deuxième moitié, forcément, n'a rien à voir avec la première moitié quand t'as déjà mangé un half. Mais c'est pas comme ça que ça marche, vu que c'est une traite. Les épreuves. 4 bornes de nage, 180 de vélo. Et après, bon, petit marathon. C'est quoi? Faut pas être mort après la nage. Après, je pose mes fesses sur le vélo, je me dis que je vais en enfer. Que de toute façon, j'enlèverai mes fesses que quand ce sera fini. Et que c'est comme ça, et que je pose le cerveau. Et après, il y aura juste un marathon à faire et ce sera fini. Et voilà. Un petit marathon, c'est quoi? 42 bornes. C'est rien. Tu te mets à courir, tu te cales à un pace, et tu tiens. Et à la ligne d'arrivée, tu récupères ton cerveau et tu le remets dans ta boîte crânienne. Ça va, non? Bon, bah voilà. Allez, c'est parti pour ça pendant 3 mois. Toujours avec le volume minimal effectif, la dose minimale effective, pour être dans le seuil optimal de progression. On est sur la deuxième séance de préparation de l'Ironman via le Run Swim Run. Donc de base c'était un swim run, a été décalé vers un run swim run pour des raisons logistiques, mais c'est très bien aussi comme ça. Ça m'apprend aussi à aller à la séance de natation avec une préactivation cardiaque qui simule du coup le stress que je vais vivre le jour J, parce qu'en fait à chaque fois que je vais à la nage, je suis obligé de le faire en zone 1 pour qu'il n'impacte pas ce qui se passe sur le haut du corps à la salle. Donc j'aurai jamais cet état haletant dû au stress du jour J, et c'est simulé par le fait que je vais à la course à pied avant. Je suis très content de faire ces sessions. Elles ont une portée dans le sens où elles me transposent un peu sur le jour J. Il y a une petite similitude et j'arrive à me visualiser à l'avance, et moi qui ai tendance à un peu me décorréler de mes objectifs, dire juste sur le papier on fait ça et je fais les actions pour et je me retrouve le jour J et on voit bien ce qui se passe. Bah là, pour une fois, je vis des émotions dans la prépa, c'est-à-dire que je suis en mode ah ouais, ça va vraiment se passer, ah ouais, ça va être comme ça, ah ça va être cool. Et je vis vraiment des émotions, je me corrèle au moment présent. Je suis pas juste en mode robot et je débranche le cerveau. Je fais les actions qu'il faut pour, j'avance et je vis rien en fait parce que je passe à côté du truc. Là, je suis vraiment connecté émotionnellement au truc, ça, c'est vraiment sympa. Ça rajoute toute une substance à l'expérience. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on recherche quand on fait des expériences comme ça, hein, clairement. Pas juste cocher des cases, vivre le truc. Oh Dieu. T'oublie pas mon frère, on t'oublie pas. Runs down. Là c'est le gros kiff. Deuxième semaine
la prépa Ironman. J'ai eu des images de l'Ironman pendant tout le run. Première fois depuis longtemps que je mets pas les écouteurs pour sortir. Je fais une sortie run et une sortie marche. Et en vrai, putain, la puissance que ça a de juste être seul avec soi-même pendant un temps et d'avoir le cerveau libre de toute réflexion, même si je cours en ville et qu'il y a beaucoup de stimuli extérieurs, j'imagine pas si je faisais ça dans la nature, comme ça me ferait du bien. En fait, je sais très bien ce que ça fait, mais c'est juste que ça fait des années que je suis essayé de prendre dans le train-train de la vie quotidienne à pu faire des choses comme ça. Et à toujours avoir mes écouteurs comme un mongol. Franchement, trop plaisir. Là, j'étais dans l'Ironman, clairement. Genre, j'avais des visions de grandeur. C'était extrêmement satisfaisant. On va faire quelque chose de bien pour cet Ironman. Dieu m'en est témoin. Bien sûr, il y a toujours l'énorme kiff de débâcher quand on a un physique stylé. Franchement, vivre avec un physique comme ça, c'est d'un kiff, c'est abusé. Je sais jamais si j'arrive bien à prendre le dos. Je suis un peu nul en posing dos en plus. Franchement, la satisfaction, même quand il y a des périodes de down, vous savez, vous avez toujours le physique pour vous remonter le moral. Et ça, c'est trop bien, c'est incroyable. Même s'il n'y a rien qui va dans la vie, mais il y aura toujours le physique qui est là pour dire, bah ça au moins, dans ta vie, tu l'as fait bien. Et ça te suit. Et c'est génial, tant compter tous les bénéfices sur la santé. On sait pas pour atteindre ça un jour. Clairement, je le dirai jamais assez. Le petit Swami est fier. Le jeune Swami, adolescent et enfant, est choqué. Il a l'impression de vivre dans une réalité alternative. Donc non, maison. Prépa Ironman, half time. On est à 6 semaines du bloc. J'avais 12 semaines pour la prépa. 2000 mètres nage, j'enchaîne avec 20 bornes de course. C'est le 2000 mètres le plus smooth que j'ai fait. Non pas qu'il était facile, mais je me sentais efficient dans l'eau et ça fait du bien. On n'a pas souvent l'habitude de se sentir efficient dans l'eau quand on est athlète hybride comme moi et qu'on enchaîne avec la muscu, etc. Que ce soit le haut du corps, le bas du corps, les fractionnés courses, nanana. Donc, très plaisant. Je me suis vraiment senti comme si j'étais sur l'Ironman, comme si ça allait bien se passer. Et ça, c'est quand même sympa. Ça n'a pas de prix en vrai. Tu passes par des hauts et des bas pendant une prépa, même si moi je suis d'avis qu'il faut s'auto-persuader et se dire dans tous les cas c'est réussi. C'est réussi d'avance parce que ça me fait pas me relâcher, ça me fait juste me dire j'y vais avec la force. C'est hyper personnel. Hein. Il y en a qui devront se dire non, je vais pas y arriver pour se bouger les fesses à l'entraînement. Moi je sais que l'entraînement dans tous les cas, je le fais. Ça fait, je sais pas, 10-15 ans que je m'entraîne maintenant donc j'ai pas cet aspect de discipline à remettre en cause. Donc je préfère me donner de la force en me disant c'est déjà fait. Mais bon, c'est vrai que quand t'as des réalisations comme ça réelles, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu te dis ah ouais, c'est pas que dans ma tête. En effet, ça marche. Et donc voilà, plus que 6 semaines à tenir. Même si cette semaine-là, elle est un peu là pour décompenser. Il y a quand même du volume sur le swimrun. Ça, je le maintiens tout le long de la prépa, vu que c'est un progressif, le swimrun. Le plus spécifique possible, sans me prendre trop de temps à faire des sorties de vélo, etc. Comme ça, j'ai dit, je poserai pas mes fesses sur un vélo à part le jour J. Donc là, je dois enchaîner avec mon 20 bornes. C'est ouf parce que t'as la sensation de la tâche accomplie quand t'as fait la nage. Et en fait, non, pas du tout, il faut se remettre dedans. Prépa Ironman, bordel! Je pensais que ça allait être facile. C'est pas si facile en vrai, hein. Ah, c'est là, tenir dans la durée, hein. Dans les semaines et les mois, c'est ça le plus dur. C'est pas d'aller faire un trail de 50 bornes comme ça, one shot avec la motive. C'est la discipline! Message à mon moi dans 2 mois quand je serai à l'Ironman. Cette prépa t'aura coûté cher, n'abandonne pas, enfoiré. C'est top comme pas possible. Ah, je suis sur toi. Bonjour. Tu gardes les moutons. Petit message à ceux qui pensent que nous, les sportifs qui accomplissons de grands exploits dans nos disciplines, on a quelque chose en plus. C'est comme ça, on n'y peut rien, on est né comme ça. Et ceux qui ne le font pas n'ont juste pas de chance ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr, on a quelque chose en plus. Et je vais exactement dire ce que c'est à l'instant. Et c'est ça. C'est que quand on est à un tiers de ce qu'on doit faire et que rien ne va et qu'on a l'impression de ne plus pouvoir tenir une seule seconde, on continue et ça devient pas plus facile. Au contraire, ça devient de plus en plus dur. Certes, il va y avoir des vagues de remotivation, mais les vagues de démotivation vont être encore plus profondes, encore plus désespérantes, encore plus difficiles à tanker. Mais on continue. C'est ça qu'on a en plus. Pas une supériorité génétique, pas un cadre de vie, un confort qui nous permet, pas des proches qui nous soutiennent ou des facilités, je sais pas de quel type on peut nous attribuer ça. Tout simplement, là où les autres s'arrêtent, on continue. Sur ce, faut que j'honore mes paroles. Ça y est, le premier vrai bloc de la préparation commence. 6 semaines à fond, avec enfin un peu de volume sur la natation et la course à pied. Censément, à 3 mois de l'échéance, j'allais faire enfin une vraie préparation. Un bloc double de 2 fois 6 semaines, qu'il avait dit si fièrement le Swami du passé, qui cherchait à rationaliser le fait qu'il repousse. Donc ça part bien. Honnêtement, je crois même que j'ai réalisé dûment le premier bloc.
Ou presque. En tout cas, j'ai fait au moins 4 semaines, voire même 5. Et comme d'habitude, dans cette préparation, je suis à l'arrêt pour quasiment 1 mois. Beaucoup de choses s'enchaînent. Et oui, car comme tu t'en doutes, je continue de développer ma force et mon physique en parallèle. Avec un squat à 210 kg débloqué dans l'intervalle, un soulevé de terre à 220 kg, des séries à 46 kg par bras au développé incliné, et aussi il y a l'Irox. Et là, justement, à 1 mois de l'échéance, j'ai une compétition à Berlin avec Vandril, dont tu peux retrouver le témoignage juste ici. Bon, après ça, je récupère encore quelques jours, puis j'enchaîne directement sur ma demande en mariage, puis donc la fête de fiançailles, encore quelques temps de battement, et me voilà. Je me retrouve à 3 semaines de l'échéance, avec seulement un bloc de préparation effectué, et ça, il y a plusieurs semaines, avec certes, pendant ce bloc, un peu plus de volume sur la course à pied, mais seulement une séance de natation tous les 9 jours. Et on n'a jamais passé la barre des 2000 mètres à l'entraînement. Alors honnêtement, ça commence un peu à faire flipper. La prépa qui aurait été vraiment catastrophique. J-20 de l'Ironman, et je reprends. Je reprends avec 2 séances. Un 2005 mètres nage, la semaine pro, un 3000 mètres nage. C'est tout. Juste, je vais dans l'eau, je fais mes 2005, je me taille. Ça fait 2-3 semaines que j'en ai plus fait. Il y a eu l'Aerox entre temps, il y a eu beaucoup de fatigue professionnelle, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses, la demande en mariage, etc. Et là, j'ai 2 séances avant l'Ironman. Et je cours tout petit volume, même pas 20 bornes semaine. Je vais arriver sur l'Ironman, ça va être la grosse claque. Et pas de vélo, bien sûr. Pas de vélo, bien sûr. Ma foi, ça prouve encore une fois qu'on peut tout faire. Faut juste un peu de cerveau, un peu de mental. Officiellement le dernier entraînement de la prépa, cette fois pour de vrai, j'arrête de repousser, je le fais. J'avais trouvé quelqu'un pour m'accompagner, donc... Je vais vous compter. C'est dans 1 semaine, J-7. Mais comme toujours, keep calme, je rationalise. Mais oui, tranquille Swami, tu nages en zone 1, ça a été un choix stratégique pour que tu pratiques n'impacte en rien ta récupération. Et donc tes performances sur les muscles du haut du corps. Donc censément, à cette vitesse, tu es techniquement capable de nager en illimité. Donc, si tu vas pas plus vite, ça tiendra à distance. Et là, une autre partie de mon cerveau me crie « Oui, mais là, ce sera en eau libre !» Et tu n'as pas fait une seule séance dans ces conditions. Et il y aura des coups des autres participants. Et n'oublie pas que tu as peur du fond, donc tu n'ouvriras pas les yeux. Alors tu zigzageras et en plus, tu n'auras pas le repos octroyé par les poussées de jambes contre le mur de la piscine. Tu vas congestionner et il s'arrête plus et je le fais taire. Je sais très bien toutes ces choses, mais ce que je sais par-dessus tout, c'est que ce sont des détails. Beaucoup de détails, certes, mais beaucoup de moutons désorganisés sont vite remis au pas par un berger déterminé. Et mon mental est ce berger qui mettra de l'ordre. Il est sacrément déterminé. On va en parler tout de suite. Je te l'avais dit, on va aborder ici la partie la plus importante. Le levier qui a eu le plus d'action sur cette préparation. Celui qui allait ni me coûter de temps, ni d'argent, ni d'énergie. Et au contraire, il allait me rapporter de ces 3 ressources si je l'alimentais bien. Bon, soyons très clairs. On est là sur un sujet dont beaucoup se moquent et prennent ça à la légère, voire même pour acquis. Sauf que ce que je vais te révéler là, c'est littéralement ce qui m'a permis de devenir un Ironman sans préparation. Alors tiens-toi bien, je vais parler sur plusieurs plans. Le global, le jour J et l'après. Pour ce qui est du global, très clairement, il y a un filtre à apposer sur sa façon de voir le monde qu'il ne faut pas décoller avant la réussite de l'objectif. Et je dis bien la façon de voir le monde, donc de tout voir. Tous les domaines de sa vie devront être entrevus par ce prisme. Pas tout à fait sain, mais une façon quasi certaine de réussir son objectif. Avec nonobstant un risque très probable de burn-out par après. Donc je ne conseille clairement pas à tout le monde cette approche. Il faut avoir de solides assises psychologiques pour l'utiliser. Mais aujourd'hui et ici même, je parle de la façon dont j'ai procédé, et uniquement de cela. Et je ne dis même pas que si c'était à refaire, je le referais de la même façon. Simplement que c'est comme cela que ça s'est déroulé. Donc on a vu en début de vidéo qu'à un moment de ma vie, j'ai eu une renaissance et que j'ai appliqué une nouvelle façon de voir le monde, comme si j'enfilais une paire de lunettes. Et bien fort de cette expérience, j'en ai tiré une sacrée leçon. Les choses ne sont pas figées, elles ne sont pas telles qu'elles sont. Non, loin de là. La réalité est muable et se tord sous l'œil de l'observateur. Tu connais ce principe de physique quantique qui dit qu'une particule peut être à plusieurs endroits à la fois, mais qu'elle ne se fige en une seule position qu'à partir du moment où un observateur pose son œil dessus. Cela en dit long sur nos soi-disant certitudes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va appliquer ici, en décidant de voir le monde et chaque chose qu'il compose sous un prisme qu'on maîtrise. Et ce prisme, c'est le suivant. J'ai 100% de contrôle. Tout dépend de moi. Ce qui se réalise et ce qui ne se réalise pas. Tout est de ma responsabilité. Et tout dépend de l'humain que je suis en chaque instant. Un lourd fardeau à porter, me diras-tu? Oui. Et
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une fois qu'on touche du doigt cette façon de voir les choses, il serait inopportun de tomber dans le piège dans lequel toute personne qui ressent cela pour la première fois tombe. Vouloir le communiquer aux autres. On a bien dit que tout dépendait de soi, non? Alors pourquoi vouloir impliquer les autres dans ce processus? Voilà le genre de dégâts qu'on peut faire avec cette arme si dangereuse qu'est le mental. La personne qui n'est pas prête pour cette réalisation peut se briser. Et même celle qui est prête peut chavirer fortement. Et ce, même longtemps avoir cru maîtriser la chose. Et je ne parle pas du nombre de personnes qu'on perd sur la route, qui nous prennent pour un fou, un orgueilleux, un idéaliste, un obsédé. Bon, une fois qu'on est conscient des déconvenus associés à une telle prise de conscience, à la découverte d'un tel outil de contrôle de la réalité, voici ce que l'on devrait en faire si on voulait l'utiliser à son potentiel maximum. Vivre chaque instant comme la personne qu'on veut être. Enfiler un nouveau costume avant même d'avoir la certitude qu'il nous va bien. Ceci est d'une violence inouïe envers notre personnalité, envers notre soi profond, mais une capacité énorme à nous faire changer notre situation, à nous faire atteindre ce que l'on veut, et je dirais même mieux, à l'attirer à soi. Car n'oublions pas, tout part de toi. En effet, on l'a dit, c'est parce qu'on fait le travail sur soi qu'on voit les choses de la manière adéquate. Et donc qu'on est capable de faire les actions de celui qu'on veut être. Et donc d'attirer à soi un fragment de réalité qui correspond à ce que l'on croit qui nous comblerait. Beaucoup de théories, mais en pratique, ça donne quoi? Très simple. Vu que je dois être le gars qui commence un Ironman du jour au lendemain, et qui affronte donc l'enfer, vu qu'il ne s'y est pas préparé, et qu'en plus, je dois être le gars qui, dans ce cas-là, ne s'arrête pas. Parce que, quand on traverse l'enfer, la pire idée, c'est de prendre une pause pour voir si ça ira mieux, de s'arrêter, de contempler la vue. Quel milieu inhospitalier pour prendre une pause, quel enfer! Il fait chaud, on n'y est pas bien. Alors je dois affronter au quotidien mes démons avec cette mentalité. Peu importe la taille de l'enfer, je ne m'arrête pas. Et cela, ça a bénéficié à tous les domaines de ma vie. Lorsque j'avais des tâches ingrates à accomplir pour construire mon entreprise, avec aucun feedback positif, uniquement mon compte épargne qui se vidait et mes relations sociales qui disparaissaient, et pour seul compagnon mon PC et ma chambre étriquée et oppressante, avec le lit qui me frôle la jambe, pendant mes 12 heures de boulot rébarbatif, m'appelant « Fais une petite sieste, si déjà tu as ce luxe de pouvoir choisir, tu es libre, c'est pour ça que tu fais ce boulot, non ?» Avec la dépression qui me guette, parce que si tu as eu l'oreille attentive en début de vidéo, tu as bien compris que cette histoire s'est mal finie, que cette promesse de faire l'Ironman avec mon ami avait chaviré, que nos chemins se sont séparés était significatif d'un drame. Donc, lorsque l'on traverse l'enfer, je le répète, quelle est la pire chose à faire? S'arrêter. Et quelle est la meilleure option? Continuer d'avancer inlassablement. J'aimerais revenir sur un point essentiel. Extrêmement basique dit comme ça, mais absolument magique lorsqu'il est appliqué scrupuleusement et froidement dans les pires situations. L'échec est strictement impossible à celui qui ne s'arrête jamais, sous aucun prétexte. Tu ne peux pas échouer si tu continues jusqu'à réussir. Donc voilà pour la philosophie globale. J'ai abordé chaque tâche de ma vie sous ce prisme, pour être en permanence la personne qui réussit peu importe ce qu'il a sur sa route. Et ce, du moment où j'ai acté la date de la compétition, jusqu'à la ligne d'arrivée de l'Ironman. Parlons maintenant de ma préparation mentale pour le jour J. Parce que cette philosophie, aussi puissante qu'elle puisse être lorsqu'elle est bien appliquée, ne pouvait pas être la seule garante de ma réussite, parce qu'on ne met tout simplement jamais tous ses œufs dans le même panier. J'ai créé 3 ancrages motivationnels pour garantir ma réussite. Un de surface, un plus profond au cas où la première ligne se briserait et que je rencontrerais des difficultés, et un non négociable que j'ai directement associé à la pensée « Impossible, je dois m'arrêter ». Mon ancrage de surface était directement lié à la réalité physique. Dès que je le pouvais, je prenais conscience. Dès que mon mental criait trop fort, je créais cette boucle qui me ramenait à me concentrer sur mes sensations. Ressentir ma respiration, les muscles qui se contractent, mon cœur qui bat, les appuis de mes pieds sur le sol, l'air qui passe sur ma peau, la sueur qui sort de mes pores. À ce stade-là, je n'avais déjà plus aucune pensée parasitante, mais je continuais le processus en faisant à la suite une projection dans l'espace. Je visualisais l'avancement de mon corps, la production qui résultait de mon mouvement, et je créais de la satisfaction de ce fait. Je m'en contentais. Ensuite, ma 3e réalisation était une vue à la 3e personne. Ce procédé visait à me voir comme un personnage dont j'avais la manette en main et que je voulais voir réussir la quête que je lui attribuais. Ce premier ancrage divisé en 3 phases avait un seul but, l'autosatisfaction.
Créer de la dopamine pour rester dans un rapport de plaisir avec l'action en cours et pouvoir rester le plus longtemps possible en pleine conscience. Très honnêtement, le travail effectué sur la philosophie globale a quasiment réussi à me permettre de rester dans cette boucle en permanence. Et j'ai eu quasiment aucune difficulté ou moment crucial où j'ai dû engager les 2 autres niveaux dont je vais te parler, mais j'y suis quand même allé pour le plaisir. Donc ça, c'était mon ancrage de surface. Un peu plus profond, il y avait mon deuxième ancrage, qui était cette fois-ci encore porté sur ma personne, mais cette fois-ci en lien direct avec l'extérieur. Cet ancrage-là concernait mon rapport au monde. Si je chavirais, je savais que j'avais cette carte ultra puissante à invoquer qui est ma mission de vie. Et pour ma part, elle tient en un seul mot, l'espoir. Je n'avais qu'à me rappeler que mes actes ont un impact au-delà de ma seule personne et qu'ils véhiculent un message d'espoir pouvant inspirer les autres. Et là, étant donné que j'avais déjà créé énormément de satisfaction quant à l'effet sur ma propre personne, le rang numéro 2 portait un coup d'autant plus retentissant. Moi, qui est censé être la personne que rien n'arrête, j'arrive déjà à me nourrir puissamment de cet acte que je réalise. Alors imagine quelqu'un qui est en plein désespoir, justement, avec une vision de la vie complètement noire, comme j'ai pu avoir avant d'enfiler enfin ma super paire de lunettes qui a pour effet magique de voir la vie en rose. L'effet produit est incroyablement plus puissant, forcément. Donc voilà, je crée un deuxième moteur qui tourne en même temps que moi, en parallèle. À mesure que j'avance, d'autres humains gagnent en énergie. Je ne peux donc clairement pas m'arrêter. Je suis un symbole qui ne doit pas mourir. L'espoir. Le dernier rang est un indépassable et je lui ai donné précisément cette fonction. J'ai vraiment travaillé l'idée personnellement et je l'ai même fait en déclaration publique afin de n'avoir aucun moyen de me retourner. Déjà que je suis pas censé en avoir en interne, avec ce dernier-là, au moins, on est sûr. Bon, je suis sur les lieux pour l'Ironman. Je commence à comprendre un petit peu où j'ai mis les pieds là. Je commence à me rendre compte que le faire sans se préparer, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Tout le monde est complètement choqué. Personne qui est dans ma situation. Il y a personne qui a 0 km de vélo au compteur. Il y a personne qui a un vélo qui lui a coûté 350 € il y a 6 ou 7 ans. Personne, en fait. Tout le monde est là, bien chaud, bien préparé. Et là, moi, je suis un touriste. Il y a personne qui a mon volume si faible en course à pied parce que j'ai choisi la voie de l'efficience. Il y a personne. Donc, avec la loi de Pareto, encore une fois, j'ai appuyé sur les facteurs qui m'apportent le plus de résultats. Et là, en l'occurrence, c'est la préparation mentale. Et donc, go prouver la théorie dès demain. Bien sûr, quand on a si peu de préparation, il y a un grand doute et il va y avoir des grands doutes pendant la course. Et ce sera un super test pour l'épreuve qui m'attend en septembre. Et j'ai plein d'ancrages motivationnels très importants, de créer des ancrages. Et il y en a un qui est puissant que tous et je le mets là-haut à gauche, qui va me permettre du coup dans les moments de plus grande noirceur. Et c'est important que je l'évoque publiquement, puis ça va me permettre justement de faire de cet ancrage un ancrage très puissant au moment où je vais être vraiment au fond du trou. Ce qui va arriver ce moment, c'est sûr et certain, vu la taille du défi et les conditions que j'ai mis autour, c'est-à-dire la non-préparation. L'ancrage est fait, il est là. Et demain, je pourrais faire une petite pensée à ce moment-là. J'ai fait en sorte que s'il y a un seul moment je pense à arrêter, le souvenir de mon ami qui n'a pas pu prendre part à l'aventure vienne s'intercaler en cette possibilité et moi. Nous voilà donc dans l'ordre de l'immatériel. Grâce à cela, je crée pour le coup un moteur qui ne dépend pas de moi, un automatisme qui fonctionne en indépendant. Un jour, j'ai dit une chose importante à quelqu'un et je vais déformer quelque peu le propos afin qu'il s'insère mieux dans le contexte. Rien ne meurt tant qu'on continue à le cultiver. Et ici, ma pensée n'était plus obligatoire et mon énergie non plus. J'en avais assez donné en amont et elle m'était rendue au moment où j'en avais besoin. Je l'avais assez cultivé, cela avait poussé et vivait désormais de soi-même. En moi, la boucle est bouclée. Lorsqu'on continue d'avancer à travers l'enfer, lorsqu'on continue d'y croire, lorsque l'on maintient l'espoir, rien ne meurt. Et après, comment gérer l'après d'un Ironman? Tu l'as déjà peut-être entendu, non? La fameuse dépression post-Ironman, un phénomène plutôt connu dans le milieu. Et neurologiquement, ça s'explique de façon assez simple. Le cerveau fonctionne par seuil. Et lorsqu'une grande quantité de dopamine est sécrétée, le seuil se déplace. La prochaine fois, pour prendre du plaisir, le cerveau aura besoin d'au moins la même quantité, voire plus. Donc tout ce qui va se passer dans les jours suivants, qui, si on a une vie un tant soit peu normale, est inférieur en termes d'intensité émotionnelle, et donc de dopamine sécrétée, va paraître tout bonnement fade. Déjà lorsqu'on le sait, qu'on en a conscience, ça aide à digérer la pilule. Parce qu'on comprend que ce n'est tout simplement pas nous, que c'est pas notre âme qui est foutue.
mais simplement un processus physiologique à l'œuvre, et on sait donc que c'est résorbable, qu'il y a une fin, mais surtout qu'on peut le contrer. Et voici ce que j'ai fait pour y arriver. Je ne l'ai pas considéré comme une fin en soi. Je n'ai pas attendu l'Ironman comme une consécration, comme le laurier de ma vie, comme la chose sur laquelle j'allais pouvoir me reposer pour toujours. Non, parce que je connais par cœur les conséquences lorsqu'on fait ça. Et j'ai pas envie de les vivre, même si le moment est sympa. J'ai tout de suite placé un après. Et oui, parce que lorsqu'on est dans cette phase où on passe d'un moment tonitruant à un quotidien fade, comment ne pas déprimer si la meilleure chose qu'on puisse espérer, c'est juste un quotidien un peu moins fade? Non, moi, j'attendais la remontée pour repartir sur une aventure. Et oui, à peine une semaine après, je commence déjà une autre préparation pour repartir sur un défi très très intéressant. Alors bien sûr, en termes de dopamine, je ne suis pas encore soigné. Je ne jouis pas des plaisirs de la vie comme je le devrais. Et d'autant plus, travailler est difficile, car il faut avoir des niveaux de dopamine très bien régulés pour tirer plaisir du labeur. Mais je suis sur la voie, et remettre le pied à l'étrier au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, est primordial pour la rémission après ce genre d'événement. Mais même avant de recommencer, pendant la semaine de repos, je n'étais pas à l'abandon sur mon navire échoué. J'avais encore un phare qui brillait dans la nuit, encore un cap. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui je crée cette vidéo avec passion et non dépression. Peu de gens ont les compétences pour gérer la prépa mentale de cette façon. Et c'est tout bonnement normal. Alors si on ne se sent pas en maîtrise avec les concepts que je viens d'évoquer, eh bien on va voir un pro pour gérer cette portion. C'est pas grand chose de déléguer un peu de son fardeau quand on prépare des aventures comme ça. Je laisse des créneaux offerts et je mets le lien en bas de cette vidéo parce que je sais comme c'est difficile quand on est tout seul. Parlons logistique, parce que oui, un Ironman c'est une aventure sportive, mais ça ne se réalise pas sans de bonnes conditions autour. Et tu vas voir qu'ici, j'avais pas grand chose pour me sauver. Humainement parlant, tu l'as vu avant, lors de la prépa, la seule personne qui s'était engagée avec moi dans l'aventure, je l'ai perdue en cours de route. Heureusement, au quotidien, j'ai ma fiancée qui est d'un soutien sans nom. Elle me connaît par cœur, me suit dans toutes mes aventures et sait me conseiller à la perfection. Elle sait lorsqu'il faut me pousser, lorsqu'il faut me forcer à lever le pied, elle sait m'analyser et elle m'aide à prendre les bonnes décisions. Pour le jour J, j'ai eu beau essayer de recruter autour de moi, j'ai bien cru que j'allais finir seul. Ça ne m'aurait pas dérangé sur le fond, mais il est vrai que je trouve que ce sont des expériences uniques et des moments fondateurs de la construction de ma personnalité. En effet, il y a un Swami avant Ironman et un Swami après Ironman. Donc partager ce pourquoi je me bats toute l'année, pour moi, c'est approfondir puissance 1000 ma relation avec mes proches. Heureusement, ma mère, soutien indéfectible, se débrouille en dernière minute pour dégager des disponibilités professionnelles. Elle fera donc partie de l'aventure avec moi. Les humains, c'est une chose, mais il y a un gros paquet à prévoir côté matériel. Et comme dit au début de la vidéo, j'ai pas grand chose en ressources à allouer là-dedans. Donc le vélo, qui est le poste de dépense principal en général, ce sera le vélo que j'ai acheté pour 350 € il y a 6 ans. Avec une petite, voire plutôt une grosse révision chez le marchand de vélo en bas de chez moi. Je mettrai juste un casque provenant du garage à vélo de chez ma mère sur ma tête et je ferai l'affront à tous les cyclistes en mettant un camelback sur mon dos. Dans le milieu, c'est inenvisageable. Allez savoir pourquoi, si ça m'est utile, je vois pas où est le problème. Je porterai mon super t-shirt offert par ma mère à l'Ironman de Francfort. Aucun prolongateur en vue, même si j'aurais bien aimé pour mon confort à certains moments de la course et pour aussi avoir une meilleure aspiration avec le vent. Petite dédicace d'ailleurs à Jessica, une des coureuses que j'ai rencontrées pendant la course, qui m'a dit « Sérieux, t'abuses mec, ça coûte 50 €, t'aurais pu investir quand même. » Et non, minimaliste au possible. À tel point que j'avais pas de compteur sur le vélo et vu que j'avais rien d'autre, je pouvais même pas savoir à quelle vitesse j'allais. Pour la natation, je louerais ma combinaison sur place. D'ailleurs, on est un mois plus tard, voire plus, et ils ont toujours ma carte d'identité. J'ai pris le soin de mettre le bonnet de bain que j'ai porté lors de mes tests d'entrée chez les marins-pompiers. Celui du club de Saint-Paul à La Réunion, là où mes parents ont exercé lors de leur épopée hors de la métropole. L'île d'où ma famille, du côté de mon père, est originelle, et celle qui produira aussi mon héritage patronymique et spirituel. Donc même si c'est chiant de le mettre sous le bonnet de bain officiel qu'on est obligé de mettre, je me devais de le faire pour la symbolique. Oui, j'ai porté 2 bonnets de bain l'un sur l'autre, en plein été. C'est insupportable. Les lunettes de natation, c'est les mêmes que j'ai mis il y a 6 ans pour mes tests d'entrée au bataillon également. Autant dire qu'elles sont bien foutues et je vois rien à travers. Bon, ça tombe bien, j'ai pas prévu de regarder dedans parce que moi j'ai peur de regarder dans l'eau sous les lacs. Mon pote Maxime m'a rappelé au bon moment de mettre de la crème anti-friction sous la combinaison pour pas finir irrité de partout. Ça tombe bien juste au moment où je commençais à oublier ce détail. Et pour le run, ce sera toujours ces bonnes vieilles chaussures d'entrée de gamme de chez Decathlon, des ASICS à 50 € qui ont couru le double, voire le triple de ce qui est préconisé en termes de durée de vie. Heureusement, ma mère m'a donné la merveilleuse idée de mettre une casquette sur ma tête lors du run.
Donc j'en ai récupéré une dans un bac chez elle et ça m'a réellement sauvé la vie parce que j'aurais vraiment beaucoup plus souffert sans ça. Elle m'a réellement sauvé sur le coup. Le t-shirt NSW oblige et j'ai mis un bas qui m'a été donné par quelqu'un qui sera content de savoir que son vêtement a fait un Ironman. Et bien sûr, toujours pas de montre de running en vue, même après tous ces milliers de kilomètres de parcourus. Et mentalement, combien de ressources j'avais à ma disposition à l'approche de l'Ironman? Eh bien, étant donné que j'ai une entreprise, pour me permettre de débloquer ce long week-end, j'ai dû mettre les bouchées doubles en amont. Donc la semaine de l'Ironman, j'ai pas eu un seul moment pour penser à l'épreuve avant d'avoir abattu le travail nécessaire pour me permettre de sortir la tête de l'eau. Et devinez quoi? Ce moment où je sors la tête de l'eau, il est arrivé à peu près au moment où il a fallu que je prépare mes affaires pour partir sur la compétition. Donc autant dire, j'ai pas eu le temps de stresser, ni de me préparer d'ailleurs. Une semaine avant la course, je prends mon vélo pour monter en Alsace. What the fuck, c'est la première fois que je touche ce vélo depuis super longtemps en fait que je le touche, mais réellement que je vais monter dessus, mais ça fait pour vraiment rouler, hein, pour faire une sortie, pas pour faire mes courses. Ça fait vraiment des années en fait. Je me rends compte là vraiment, je me rends compte de l'ampleur du défi en le touchant et je me dis, waouh, je vais monter sur cette bécane, je vais faire 180 bornes après avoir fait 4 km de nage et après je fais un marathon. Alors que je me suis pas assis dessus depuis des lustres. C'est une dinguerie. Ah, j'adore. Franchement, là, ça prend tout son sens. J'ai cette tendance à rationaliser le concept avant sa réalisation, ce qui me permet du coup de toujours viser des choses assez hautes parce que du coup, il n'y a pas les émotions qui rentrent en jeu. Donc, c'est une technique très efficace pour la préparation mentale pour aborder des défis de ce genre. Mais les émotions au bon moment, là, qui arrivent, c'est-à-dire forcément de stress, bien sûr. C'est un stress imposé à l'organisme que de se confronter à des choses de ce genre, mais surtout d'excitation. En fait, stress que je transforme volontairement en excitation, qui va être ultra intéressant et satisfaisant. On est à quelques jours là, je vais le faire réviser justement. Je suis pas monté dessus depuis des lustres, il est en piteux état. Donc, let's go. Et je casse le mythe en montant dessus. Je remonte dessus pour la première fois officiellement, car c'est le grand départ. Prendre le train pour monter en Alsace, c'est où je vais récupérer du coup ma mère qui participera, qui viendra me supporter, qui pourra aussi filmer, donc ça c'est top. Donc ça fait des années que j'ai pu rouler, que j'ai pu faire de sorties avec, et ça fait des mois que je suis même pas monté dessus, pour dire. Autant dire que ça va être vraiment rigolo cet Ironman sans préparer le vélo. Sans poser mes fesses sur un vélo avant le jour J, j'aimais bien le dire, c'est une phrase qui sonnait bien. Bon là c'est pas tout à fait vrai du coup vu que j'ai mes fesses dessus, mais on s'entend dans l'idée d'entraînement. Donc je continuerai d'utiliser cette phrase qui claque quand même pas mal. La phrase « je monterai sur un vélo seulement le jour J » n'est plus 100% véridique. Mais bon, c'est le sens qui compte. Et le sens, c'est le suivant. J'ai 0 km d'entraînement de vélo au compteur. J'ai passé 2 jours à m'exploser le ventre avec mon pote en atteignant jusqu'à 8000 calories par jour pour effectuer ma recharge glucidique. Côté nutrition, j'ai décidé d'optimiser au max, donc beaucoup de calculs sont nécessaires. Et je me dis d'ailleurs que je vais les faire une fois que j'aurai fini d'abattre la quantité de travail dont je parlais juste avant. Et devine quoi, je l'ai dit avant, j'ai fini au moment de faire mes affaires. Donc je pars sans calcul et sans course précise déjà effectuée. Quoi manger, c'est pas la question, ça bien sûr je le sais. Mais quelle quantité précise et à quel timing, là, je suis pas aussi précis que j'aurais aimé l'être avec mes calculs. Et ce côté-là revêt une grande importance parce que je suis sensible aux hypoglycémies et aux crampes. Donc je vais devoir être très scrupuleux et couvrir mes besoins caloriques et mes besoins en électrolytes. Si on fait tout ça et que je fais une hypoglycémie au 20e kilomètre du vélo, je pète un câble. Quand je vois la logistique, c'est toujours ça qui me fait peur quand je lance des défis de fou comme ça où je suis pas prêt. C'est quand je fais la logistique et que je me dis, avoir fait tout ça, si ça se trouve, ça va même pas passer. Non, il n'y a aucun monde où j'arrive pas celui-là. C'est bien pour ça que j'ai placé septembre, hein. C'est parce que celui-là, je sais que c'est l'acquis dans ma tête. Et même sans avoir préparé le vélo, c'est vrai que ça va le faire. Mais bon, il y a toujours des petits doutes qui s'immiscent. Bon, ça y est, on est sur le départ. On fait les courses et j'ai enfin le temps de penser. Donc, de stresser. Heureusement, rapidement, on commence à avoir de grandes discussions profondes avec ma mère. Et en plus, elle me fait la fleur de conduire. Donc, je suis chill. D'où l'importance du soutien de l'entourage. La logistique humaine, c'est un réel sujet et je m'en rendrai d'autant plus compte lors du défi qui m'attend en septembre. La pression monte d'un cran lorsqu'on approche du lieu de l'Ironman. Là, je commence à entrevoir les panneaux de l'organisation qui font les indications pour le tracé et je me rends compte, en fait, c'est réel. J'y suis.
En effet, j'ai cette tendance à séparer les choses de moi-même mentalement. C'est un réel atout pour se prémunir de l'inconfort émotionnel, de mettre les choses à distance de soi-même. Donc quand je vois arriver les éléments dans ma réalité, tout d'un coup ils deviennent tangibles. C'est une drôle de sensation, mais que j'apprécie tout particulièrement. Là, on y arrive, là. C'est là que ça se passe. Oh là là, c'est grand. Oh là là. Oh là, je vais le voir et je vais commencer à flipper. Non, n'empêche, le cadre est sympa, hein. Si on voit des vaches tout du long, c'est cool, hein. Regarde, super con, hein, le lac, là. Ah, le lac, elle est énorme, ça va me faire peur, ça encore. En plus, papa, il m'a dit qu'il y avait un village englouti dedans. Il déconne. Déjà que j'ai peur, je ferme les yeux quand j'ai la tête dans l'eau. Ça a l'air un peu de l'ultime panneau, ça, hein. Ça fait un peu peur, comme ça. Aïe, 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 aïe. On est vraiment aux abords du lac, là. Regarde, regarde. Ah, putain, il est là. Ah, le salaud. On l'a entreaperçu. Il a fait coucou. Tu l'as buté. Ah, bah, je crois qu'on y est, hein. Ouais, je crois aussi, ouais. Ça y ressemble. Je crois que c'est le parc à vélo, ça. Je crois qu'on voit la panique dans mes yeux. Arrivé sur les lieux, je me rends compte. Je suis un taré. Je parle avec les organisateurs et ils me demandent si c'est mon premier et je leur dis que oui. Pourquoi j'ai roulé 0 km? Ils me demandent pourquoi je suis inscrit sur le XL. Je leur dis que c'est comme ça, c'était prévu sur mon plan de vie, tout simplement. Et encore, ils sont pas prêts. Quand je leur dis que j'ai 0 km au compteur du vélo, là, ils me prennent vraiment pour un déraisonné. Le gars du parc à vélo n'a aucun espoir sur mes chances de réussite. Il me dit que si j'arrive à finir le vélo, ce serait déjà surprenant. Mais pour le marathon, aucun moyen pour lui. La femme, elle, est un peu plus complaisante et elle me dit qu'on se verra demain sur le ravitaillement lors de la course. Plus qu'à poser le vélo, poser les sacs et préparer le cerveau, parce que c'est ça qui va compter le plus. Hein. Si c'était la préparation dans cette épreuve, on le saurait. Hein. Tout le monde se demande pourquoi pas préparer le vélo, tout le monde trouve ça fou pour un premier, tout le monde se demande pourquoi je fais un XL pour un premier d'ailleurs. Ma foi, j'ai toujours choisi d'être un peu différent quand même. Hein. Ah, les chaussettes smiley, j'ai failli oublier le plus important. Et là, je les vois tous, armés jusqu'aux dents, avec leur vélo à 5000 €, leur casque profilé aérodynamique, leur combinaison trifonction, leurs chaussures haut de gamme. Et il y a moi. Moi, j'ai simplement la pensée de mon ami qui m'accompagne et une préparation mentale au top du top. Le doute s'immisce quand même. Nous sommes la veille de la plus grosse épreuve de ma vie, je suis pas entraîné et bizarrement, je stresse à peine. Vraiment moins que lorsque je courais de tout court 5 km lors de mon adolescence. J'ai 15 ans d'expérience de course. Le stress, je le connais par cœur. Quand je le vois venir, je l'accueille chaleureusement et je lui dis « Salut mon pote, ça fait longtemps. T'as perdu ta fougue de la jeunesse, dis-moi. » Bon, je te laisse, j'ai une course à préparer. Le luxe d'avoir un van pour dormir. On se positionne juste à côté du départ. C'est là que va se passer le départ. Autant dire que ça fait flipper. Je commence un petit peu à réaliser ce qui se passe. Tout doucement. Là, j'ai tout mis en place. Le vélo est au bon endroit. La combi est récupérée. Plus rien à faire, les sacs de transition sont posés. J'arrête pas de parler avec les organisateurs. Ils sont pas très confiants, hein. Ouais, ils sont vraiment pas confiants. Mais bon, moi, je le suis. Comme j'ai pu échanger avec un mec un peu sympa, là, qui comprend bien un peu l'état d'esprit, là, le mental, ça va tout faire. La prépa mentale, c'est ouf la puissance que ça a. Et je vais le démontrer demain. On se retrouve pour la mise en application de la théorie. Par contre, je m'endors un peu moins de 7 heures avant le moment du départ. Et je mets le réveil seulement 1 heure avant. J'aurai donc un peu moins de 6 heures de sommeil. Et on n'a même pas prévu de petit-déj. Mais je suis serein. Je me réveille tranquillement, je mets une boîte de sardines dans un morceau de pain. Je suis d'une sérénité implacable. Plus aucun doute ne m'atteint désormais. Je suis en état de flow. Peaceful. C'est cool de pouvoir se lever 1 heure avant d'être sur les lieux. On a dormi sur les lieux. Et là, on arrive sur le lac. J'en ai marre de le voir. J'ai pas envie de le voir. J'ai envie de le voir uniquement au moment où je sortirai. Je sais que je réaliserai cette course. J'essaye donc de comprendre quelque chose à l'organisation du départ, puis je dois me bouger. Le départ est dans 15 minutes et j'ai toujours pas enfilé ma combi, mes affaires ne sont pas dans les sacs prévus à cet effet. Je m'applique la crème anti-friction, je saute dans ma combi, je jette mes sacs à la volée et je glisse quand même mon téléphone dans le sac de la transition numéro 1 pour pouvoir lancer l'application Strava, enregistrer l'activité et savoir à combien je roule sur le vélo quand même. Je fonce sur la ligne de départ à 6h50. Ça va, je suis large. Time to chill. Et surtout, prendre conscience. Putain, je suis sur la ligne de départ de mon Ironman, bordel. Il y a 8 ans, j'ai écrit ça sur un bout de papier, aujourd'hui, ça se réalise. Les rêves deviennent donc réalité. Ma théorie s'auto-valide. Et là, les émotions me prennent. Je repense au petit Swami, plein d'espoir, qui imaginait ça. Qu'est-ce qu'il serait fier.
Et là, les larmes me montent. Et ma mère est présente pour capturer ça en vidéo. Ce moment mythique sera gravé pour toute ma vie. Et mes enfants pourront le visionner. Et donc rêver à leur tour. Tout en sachant que tout est possible. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Ils pourront le réaliser. Je montre le bonnet de bain mythique à ma mère. Celui qui représente cette partie de sa vie où elle a décidé de tout quitter. Tout ce qu'elle a toujours connu. L'ordre et la sécurité. Pour rejoindre tout ce qui l'a toujours attiré. L'inconnu et l'aventure. Le speaker demande qui est là pour son premier Ironman. Moi et un autre pauvre pélo sommes les seuls à lever la main. Ici, il n'y a que des vieux de la vieille. Ces gars-là en ont fait déjà un paquet. J'ai toujours les larmes aux yeux quand le speaker lance le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je m'élance sur un Ironman. À partir de ce moment-là, l'effort ne s'arrêtera pas pendant au moins 11 heures. Ok, keep calme, contrôle, chill, loi de conservation de l'énergie. Pas un mouvement plus vif que l'autre. Tout doit être mesuré. Je prends possession de mon corps à 100%. Je laisse donc partir la vague d'athlètes. J'ai pas besoin de foncer, je ne joue pas les secondes. Par contre, du confort de course où je ne prends pas des coups de coude et des coups de pied, ça c'est important. Ça me permettra de rester dans le bon état d'esprit et surtout d'être détendu. Car ça, il faut l'être pour nager efficacement sur 4 km. La crispation, c'est mon principal problème étant pratiquant de sport de force et ayant des soucis de mobilité. Alors j'ai tendance à contracter mes muscles plus que de nécessaire. Donc je commence à nager tranquillement pour atteindre la première bouée qui arrive relativement vite. J'en suis d'ailleurs surpris. Comme j'ai pas fait de visualisation de course à l'avance avec les plans fournis, je peux pas comprendre que c'est tout bonnement normal et que la suivante mettra bien plus de temps à arriver. Donc autant dire que ça me met un sacré coup à cause du contraste quand je me rends compte que le prochain point est aussi loin à atteindre. Et oui, en effet, dans ces moments-là, un rien peut vous perturber mentalement. Et autant on pourrait se dire, bah oui, il s'attendait à quoi? Il est parti pour des heures d'effort. 4 km c'est long. Dans tous les cas, il faut qu'il fasse toute la distance. Rallier une bouée ou pas, ça change rien. C'est pas ça le problème dans l'équation. Eh bien, ça montrerait simplement que vous n'avez jamais fait ce genre d'épreuve. En effet, en préparation mentale, un des tricks qu'on se force à appliquer, c'est de ne pas visualiser la totalité de l'épreuve, qui serait totalement décourageant, mais seulement une partie visuellement atteignable, en l'occurrence, la prochaine bouée. Puis dès qu'on l'atteint, rapidement visualiser un nouveau repère et s'y raccrocher dur comme fer, et répéter l'opération jusqu'à avoir fait la totalité de l'épreuve finalement. Il est vrai que dans ma vie, j'ai parfois réussi à activer le mode robot, où je n'avais pas besoin de ces micro-stimulations d'atteindre de petits objectifs en petits objectifs, et où je pouvais regarder en pleine conscience l'entièreté de l'objectif, sans aucune peur, parce que j'étais parfaitement aligné, et que je considérais que c'était le plus grand bien qui pouvait m'arriver, d'affronter cette montagne que j'étais justement en train de traverser. Mais honnêtement, j'omettais une partie du réel et n'étais pas complètement connecté à mes sens. Si j'étais capable de faire cela, c'est bien parce que je pratiquais une dissociation mentale avec mon corps et n'étais pas en pleine conscience de mes sensations. Les quelques fois où j'ai fait ça, c'est que j'étais uniquement focus sur l'arrivée et non sur le chemin. Tu peux voir ça comme 3 stades. Le stade 1, t'es conscient de tes sensations, mais t'es pas connecté à ton objectif. C'est ce que j'appellerais la motivation. Ça te permet de mettre un pied à l'étrier, mais pas d'accomplir de grandes choses. Parce que t'atteins rapidement ta limite et une fois que t'observes cette dernière, tu t'arrêtes. Donc c'est impossible de t'accomplir en tant qu'être. Au stade numéro 2, t'es connecté à ton objectif, mais cette fois, t'es déconnecté de la souffrance de ton corps. Ça, c'est ce que j'appelle la discipline. Alors là, t'es capable d'accomplir de grands exploits. Et théoriquement, tout est possible avec ce mode. Mais probablement pas les plus grands exploits, dans lesquels il faut être connecté à sa zone de génie. Quand t'es dans ce mode, malheureusement, tu sacrifies ton être. C'est que t'es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est que t'es en train de poursuivre un idéal qui a été construit par autrui, que t'as pas pleinement conscientisé et pleinement construit ta propre quête, ton propre chemin. Et que tes valeurs profondes ne sont pas les tiennes, elles t'ont été implantées hypnotiquement, inconsciemment. Bref, tu ne t'es pas encore découvert réellement. Au stade numéro 3, t'es pleinement conscient de la souffrance de ton corps. Mais t'es dans l'acceptation parce que t'es en adéquation profonde avec ton objectif. Là, tu réalises un amour de ton idéal. Là, tu obtiendras une sensation de joie profonde, peu importe le niveau de difficulté. Parce que tu es en adéquation parfaite avec tes valeurs profondes que tu as choisies pour le coup consciemment. Et ça provoque une immense sensation de paix. L'inconvénient, c'est que tu vas peut-être être mis à l'écart par la société. Parce que les gens n'ont pas assez de temps, ni d'intérêt, ni d'attention pour écouter pleinement tes propos. Donc ils vont plutôt te coller une étiquette assez rapidement plutôt que s'intéresser à tes propos. Donc là, tu te retrouves en situation de paria, tu peux même être traité de fou, et donc te sentir incompris.
Mais c'est le prix à payer pour accomplir de grands exploits tout en étant aligné et bien dans son être. Cet aparté était nécessaire pour comprendre l'état dans lequel je me trouvais lors du déroulé de ce triathlon. En effet, lorsqu'on atteint un stade de développement de conscience élevé, on peut sentir cette sensation de transcendance et vivre des choses profondes dans des expériences aussi terre-à-terre qu'un triathlon d'ultra-endurance. Je nage donc inlassablement, bouée après bouée. Je suis un peu perturbé avec mes problèmes d'oreille interne associés au fait que j'ai 2 bonnets sur la tête et aussi que j'ouvre pas les yeux sous l'eau parce que j'ai peur du fond et que mon père m'a glissé qu'il gît ci-dessous un village englouti. Je sais jamais où je suis et donc je zigzague pas mal. Je dois donc très fréquemment passer en crawl water polo. Mais là, je rencontre un autre problème. J'utilise beaucoup trop d'énergie quand je fais cette nage. Autant, j'arrive de plus en plus à me détendre sur un crawl classique. Mais dès que je passe en crawl water polo, j'utilise avec beaucoup trop d'intensité mes fibres musculaires. Comme si j'étais sur un exercice de musculation. Et donc, un pépin physique apparaît. Je congestionne. Mes bras se gorgent de sang, s'alourdissent. Mes mouvements sont de moins en moins efficaces. J'ai l'impression de stagner et donc j'appuie plus fort et là, le cercle vicieux est lancé. Je m'épuise de plus en plus. J'utilise jusqu'alors peu mes jambes, voulant les économiser pour les 2 épreuves qui m'attendent juste après, le vélo et la course à pied. Mais là, ce n'est plus possible. Si je veux anticiper une grosse difficulté, il faut que je trouve une autre stratégie. Je me mets alors à alterner la brasse et le crawl. Et là, magie, ça règle tous mes problèmes. En effet, lorsque je brasse, je repose mes bras et mes dorsaux qui se détendent. Et je règle aussi le souci de l'orientation spatio-temporelle. En utilisant la respiration vers l'avant, ça me permet de me réorienter et ainsi d'économiser plus de temps et plus d'énergie. Super, j'adopterai donc cette stratégie pour le reste de la course. J'arrive à la fin de la première boucle et là je commence à réfléchir. D'un côté c'est chouette, ça va me reposer de sortir un peu de l'eau et ça va me permettre peut-être de voir ma mère, voire de savoir combien de temps j'ai mis à faire ce premier 1900 mètres. Mais d'un côté, j'aurais aucune envie de retourner à l'eau et ça va me casser mentalement de me rendre compte qu'il n'y a plus qu'à recommencer, de refaire une 2e fois l'entièreté de ce que je venais de faire qui m'avait déjà paru si long. Recommencer la longue traversée jusqu'à la 2e bouée, puis ensuite la même chose de la 3e à la 4e. Et bon, que faire? De toute façon, je vais y aller. J'ai signé pour une journée d'effort non-stop, non? Alors ça y est, je pose pied à terre, tout sourire, je fais des poses aux photographes, je passe sous l'arche, je fais mon demi-tour, et là, j'aperçois ma mère qui est en train de filmer l'eau. Elle ne m'a pas vu. Génial, je vais pouvoir arriver derrière et lui faire une blague. Hop, je lui passe mon index plein d'eau dans l'oreille. Elle est super surprise, et moi, ça me fait bien rire. Bon, je suis super content, ce break m'a fait du bien. Je m'apprête à retourner dans l'eau pour repartir et là, qu'est-ce que j'entends? Le speaker donne une information. Nous avons commencé cette épreuve depuis 47 minutes. J'en déduis donc qu'il est 7h47 et je m'aperçois que j'ai nagé bien plus vite que ce que je ne le pensais. Moi qui avais prévu de nager l'épreuve en 2 heures, j'ai déjà 13 minutes d'avance. Et si je reproduis ma vitesse au 2e tour, j'aurai alors 26 minutes de mieux que prévu. C'est incroyable. Mais je ne me leurre pas. Conscient de la difficulté ressentie et de la fatigue musculaire engendrée sur le premier tour, le 2e tour va très certainement être très délicat. Et puis zut, qu'est-ce que ça va bien changer? Je n'ai qu'à nager et nous verrons bien. Je m'élance pour 2 km de nage à nouveau. Bon, je vais pas vous mentir, ça m'a paru à nouveau interminable. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. En utilisant ma technique d'alternance entre brasse et crawl, je n'ai eu aucun problème de lourdeur, de congestion comme au premier tour. Et mentalement, je me suis senti vraiment bien, pleinement immergé dans l'épreuve. Ça y est, je comprenais enfin. J'avais passé le cap. J'avais fait une croix sur le fait de penser mon corps à l'arrêt, hors de l'épreuve. J'avais intégré pleinement ma participation à un effort incessant pour la journée. Cela me paraissait bien moins lourd de ce point de vue. La question de quand est-ce que ça s'arrête n'avait plus sa place. J'étais encore en mouvement, et c'est tout. Je devais m'en accommoder. Je commence alors à me détendre et à rigoler avec les kayakistes qui nous entourent pour nous maintenir en sécurité. Je leur fais des blagues et les remercie. Je leur fais même des pouces en l'air lorsqu'ils m'indiquent la direction. Une me suivra même sur quelques centaines de mètres. Un réel réconfort lorsqu'on avance seul au milieu de l'eau libre. J'arrive tranquillement à la fin de cette première épreuve, non sans peine certes, mais dans un état somme toute plutôt agréable. Je cherche des yeux ma mère assez vite, forcément. Au premier coup d'œil, je ne la trouve pas. Je check les speakers qui sont sympas. Un éclair me vient. Je visualise cette image des gars qui enlèvent leur combi en courant dans tous les souvenirs des vidéos Ironman que j'ai vues par le passé et je me dis que, au-delà d'un certain gain de temps, c'est la classe. J'entreprends donc de le faire à mon tour. Puis enfin, j'aperçois ma mère qui m'encourage et me filme. Et là, une super phrase me vient en tête qui va la toucher et en même temps la faire rire, j'imagine. Je lui dis alors: Vas-y maman, je vais vous apprendre à nager. Mais je nagerai plus jamais. Franchement, je suis surpris. J'ai la pêche. Je n'aurais jamais cru sortir d'un 4 km en eau libre pour la première fois de ma vie avec autant de jus.
J'arrive dans la tente de transition et j'observe un collègue en train de manger un délicieux sandwich au thon. En fait, c'était un sandwich au thon tout ce qu'il y a de plus banal. Mais dans cette situation, il prenait un coefficient x10 pour des raisons de survie. Je lui exprime mon sentiment. Miam, le bon sandwich, ça a l'air bon ce que tu manges toi. Ah oui, ça fait du bien. T'en veux? Non, ça se fait pas, chacun se gère. Tu rigoles, prends-en, tiens, ça me fait plaisir. Et là, je me suis dit, merci. Il y en a un qui va rire quand je vais lui raconter ça. Il dit tout le temps que je suis intenable sur la nourriture. Bien heureux de ce sandwich tombé du ciel, il m'en a donné un bon quart, voire un tiers. Je pars me changer en me disant que la prochaine fois, s'il y en a une, je penserai à m'en faire un. Il est vrai qu'au milieu de toutes ces collations que j'allais manger au cours de la journée, avoir quelque chose qui ressemblait à un repas, ça ne faisait pas de mal. Et c'est pas faute d'avoir été prévenu. Un ami qui a déjà couru un trail de 90 km m'a conté que lorsque son père lui a ramené un sandwich, il s'était senti revivre. Mais bon, on en a parlé, la préparation a été succincte. Et c'est bien là toute la leçon. Il n'y a pas besoin de tous les préparatifs du monde. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de temps en avance pour se préparer, pour faire de grandes choses. Il faut juste accepter les déconvenus associés. Oui, on pourrait faire mieux avec plus de temps, mais cette mentalité, c'est surtout se restreindre et faire moins de choses. Mieux vaut quelque chose de fait que quelque chose de parfait et pas fait, comme j'aime dire. Je demande autour de moi l'heure et on m'annonce 8h34. Wow! Ça veut dire que l'épreuve n'a commencé que depuis 1h34. Lorsque je suis sorti de l'eau au premier tour, ça faisait 47 minutes. Et je me suis dit que si j'arriverais à reproduire ça, ce serait génial. Mais que j'avais peu de chance de le faire étant donné la fatigue. J'ai même fait mieux, 47 minutes pour arriver à la tente et discutailler, plutôt que 47 minutes pour arriver sur la rive. J'ai donc réussi à accélérer dans l'eau. Merci l'alternance crawl-brasse, merci cette technique. Je me dis que là, j'ai de l'avance sur le planning. Et que si j'avance bien sur la suite, je peux espérer mon meilleur temps prévu si toutes les conditions étaient au vert. 11 heures. Ça me met une claque d'énergie. Je me change en 2 temps 3 mouvements, j'enchaîne, je cours vers les vélos et là... Ouf. Problème. Où est mon téléphone? J'avais mis au fond du sac, non? Pour lancer l'application Strava, comme j'avais dit au départ. Je vide tout le sac au sol et je remets chaque élément un à un en le tapotant bien. Je vérifie toutes les poches de mon camelback. Pas de téléphone. Que faire? Le vider une seconde fois? Inutile. J'avais porté une attention pleine. Je n'aurais rien manqué. Allez voir l'organisation. Trop long. Ah merde. Je fais un scan rapide de ce que je perds, quelques vidéos de l'arrivée sur les lieux et une valeur de quelques centaines d'euros. Je suis là pour faire un Ironman, bordel, je vais pas laisser ça m'arrêter. Je fais le vide à l'aide d'un arbre décisionnel stoïcien. Et j'arrive donc à la conclusion que j'ai effectué les actions nécessaires. Et concernant le reste des solutions à disposition, je ne souhaite pas agir. Je prends conscience de ma souveraineté totale sur ma problématique et considère la dernière chose à faire lorsque l'on refuse d'agir en employant les solutions à notre disposition, l'acceptation. Ok, mentalement, c'est intégré. Je peux continuer ma course sans aucune pensée parasitante. Je repars alors, d'un bon pied, comme toujours, tout sourire. J'ai largué ce fardeau mental. Je prends mon vélo, puis je pars. Problème numéro 2. J'ai oublié de mettre mon casque sur ma tête avant de toucher mon vélo. Et ceci est une règle. L'arbitre m'arrête donc. Je dis qu'en effet, je ne me suis pas penché et n'ai pas étudié scrupuleusement les règles. Et que c'est mon premier. Elle me rétorque donc cette phrase, jouant de sa position. Ah oui? Vous connaissez pas les règles? Eh bien, on va vous les rappeler. Je lui souris, lui disant que sa phrase est terrible. Et qu'en plus, je viens de perdre mon téléphone. Elle compatit à ma détresse et me souhaite donc bon courage pour la suite. Je repars donc de plus belle et là j'aperçois ma mère qui a fait le tour du parc de transition. Pleine d'énergie pour m'encourager comme toujours. Elle a dû trouver ce moment un peu long. Elle va vite comprendre. Tout sourire et pleinement en adéquation, je lui lance alors. Je viens de perdre mon téléphone. Son énergie baisse d'un coup. Non, je te jure. Elle se retrouve dans un état similaire au mien 2 minutes auparavant. Oh putain, Malheureusement pour sa part, je sais pas si elle sait utiliser les principes stoïciens. En tout cas, je verrai par après qu'elle n'a pas perdu de vue sa mission, car elle a continué à me filmer avant de réfléchir à la situation par après. En effet, j'ai trouvé ça drôle de voir que malgré l'empathie qu'elle a pour moi et donc le coup dur qu'elle a pris sur le coup, elle a quand même capturé à l'écran le dernier geste de la main que je lui ai fait. Un dernier geste pour dire au revoir au monde connu et s'élancer vers l'aventure. Juste après être montée sur ce fameux vélo, pour la première fois depuis des années pour autre chose qu'une balade de quelques kilomètres en ville. De m'élancer sur mon premier 180 km à vélo, qui plus est, au sein d'un Ironman. Je me demande vraiment comment va réagir mon corps. Je n'ai aucune connaissance de ma capacité à effectuer cette transition. Et il est aussi vrai que d'habitude, on monte sur un vélo avant de s'élancer pour la première fois sur un 180 km, qui plus est, au sein d'un Ironman, me direz-vous. Mais voilà, je commence mon épopée, m'élançant sur la première boucle, longue de 90 km. Et honnêtement, la transition se passe à merveille. Je développe de la puissance et entretiens une belle vitesse. Aucun compteur pour savoir combien, mais je me sens bien et je remonte en doublant pas mal de monde.
Bien sûr, de très mauvais nageurs mais excellents cyclistes me passent à toute allure sur des vélos ultra optimisés. Mais globalement, je suis content de cette première partie jusqu'à 30 km, où je rencontre Jessica. Au début, on alterne sur plusieurs dépassements mutuels. Un autre cycliste est de la partie pour nos dépassements alternés, mais lui est plus taciturne, je ne saurai jamais son nom. Puis on commence à discuter avec Jess. Je lui dis que c'est mon premier, que j'ai pas fait de vélo avant, et comme tout le monde, elle est troublée. On échange un peu, elle est sympa, mais j'en profite. Elle a un compteur. Je lui demande alors, on roule à combien? Elle me répond, 28 km/h, on avance bien. Et je réfléchis vite en un éclair. J'avais prévu une allure à 30 km/h pour valider 12 heures. Mais avec mon avance sur la natation, si tout se passe pour le mieux du monde, je pourrais chercher 11 heures. Je lui lance, wow, ça va pas le faire pour les 11 heures, j'y vais, à plus. En quelques instants, elle me voit détaler et je l'entends crier, n'oublie pas qu'on a un marathon après. Et c'est déjà trop tard, je ne suis déjà plus là pour lui répondre. La suite de mon périple se passe bien. Je mange correctement à tous les ravitaillements sur la route et je dis merci à absolument toutes les personnes que je croise. Que ce soit des cyclistes, des bénévoles pour la circulation ou le ravitaillement, ou des supporters locaux, ces villageois qui sortent de leur maison pour nous encourager comme si c'était le Tour de France. Je n'ai jamais autant dit merci de ma vie en une journée, c'est hallucinant. Pendant cette échappée solo, je vis de très beaux moments émotionnels, dont notamment une grosse révélation qui me frappera. Lorsque je réalise que le petit Swami, lorsqu'il avait 12 ans, regardait avec énormément d'admiration toute personne qui participerait à cette course. Je me suis donc rendu compte que je participais moi-même à cette course. Et donc que si j'étais sur le bas-côté en tant que supporter à mes 12 ans, je me regarderais moi-même avec des étoiles dans les yeux. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions. J'ai crié avec un grand sourire et les larmes aux yeux en prime. Je suis mon rêve de gosse. Ce moment est symbolique d'une sensation d'accomplissement énorme, comme lorsque je suis devenu marin-pompier, comme lorsque j'ai entraîné des jeunes sapeurs-pompiers jusqu'au championnat de France, comme lorsque j'ai réussi à vivre de mon entreprise 100% en ligne, comme lorsque j'ai concrétisé ma relation avec la femme de ma vie, et comme tant d'autres moments. Un autre moment puissant s'est produit un peu plus loin sur le tracé, lorsque je me suis mis à penser un peu plus négativement, dû à la lassitude des paysages redondants. J'ai alors pensé à ma fiancée, et une phrase a résonné alors dans ma tête. Elle compte sur moi. Je me suis rendu compte alors d'à quel point elle croyait en moi, et sûrement plus que moi-même à ce moment-là d'ailleurs. Ça a créé un électrochoc qui m'a fait croire en moi à nouveau. Si elle y croit, peu importe qu'elle sache que je vis ou pas, et de toute façon elle en est tout à fait consciente, alors je n'ai qu'à faire un copier-coller de l'état mental dans lequel elle se trouve où elle a confiance en ma réussite, pour croire en moi à nouveau de la même façon. Bim, ça a marché. J'ai ressenti la même chose qu'elle lors du message qu'elle m'a envoyé ce matin. Et voilà, le mauvais état qui m'a traversé pendant seulement quelques instants s'est évaporé en un claquement de doigts. Sur mon vélo, je répète alors à voix basse, la tête dans le guidon avec un léger sourire. Elle croit en moi. J'arrive tranquillement au premier gros ravitaillement où on peut récupérer des affaires personnelles. Je vois une équipe de jeunes entre 10 et 14 ans plein d'énergie et ça me revigore de parler un peu avec eux. Je rigole un instant en échangeant avec eux, puis je leur demande l'heure, toujours pour m'orienter vu que je n'ai aucune autre information. Je comprends alors que je suis pas loin de la fin de la première boucle de 90 km. Et en faisant mes calculs, je me rends compte que j'ai tenu près de 30 km/h. Je revois mon collègue cycliste taciturne qui lui est complètement dans son focus, lance aux enfants. Vous savez, nous les cyclistes, on n'aime pas trop parler. Je me sens donc pas forcément partie intégrante du groupe de cyclistes selon la modalité qu'il vient d'évoquer. J'avais même préparé une blague dans ma tête pendant plusieurs dizaines de kilomètres que j'attendais de pouvoir dire enfin à quelqu'un. Je vais donc voir un des bénévoles et je lui pose la question. Dites donc mon bon monsieur, je sillonne la région depuis avant, je suis à la recherche d'un marathon qui a lieu dans le coin. Vous savez où serait? J'aimerais y participer. Sur cette bonne ambiance, je rejoins la fin de la première boucle, non sans peine, après ce moment certes revigorant, mais sur lequel j'ai pris un bon temps d'arrêt, ce qui me rend la tâche plus difficile pour repartir. Qui plus est, il existe quelques montées avant d'atteindre la zone de départ qui me cassent un petit peu les pattes. J'arrive donc aux abords de la zone de départ, et n'ayant donc pas vu ma mère sur tout le long du parcours à vélo, je conclus donc qu'elle y est restée, et donc que je vais la revoir. En effet, je la vois là, debout sur le rond-point, à m'encourager avec toujours autant de panache. Je vois qu'elle me filme, alors j'enlève donc les lunettes pour une meilleure visibilité sur mon état. Elle m'annonce la bonne nouvelle. J'ai ton téléphone! Génial, ça m'enlève une belle contrainte pour l'après-course. Mais j'avoue que sur le moment-là, j'avais complètement omis cette partie. Et donc lorsqu'elle me l'annonce, je ne ressens rien de particulier. Je suis tout simplement bien focus sur ma course, je constate la bonne nouvelle et je ponctue ça d'un. Pas plus de temps pour échanger que ça. Je reprends une bonne dose d'encouragement de sa part avant de partir. Je réponds de mon signe du poing vers le haut pour lui faire comprendre que ça me donne de la force et que je tiens bon physiquement comme moralement. Et voilà, un coup de rond-point, 2 paroles et je dois rempiler sur plusieurs heures d'effort. Refaire ce long tour tout entier une deuxième fois. Moralement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais bon, je suis là pour un Ironman entier, pas pour compter les kilomètres, ni la disposition de ces derniers, donc qu'importe, j'y vais. Sauf que là, c'est le drame. Malgré toute la bonne volonté du monde,
Mes capacités physiques me lâchent. En effet, mon manque d'entraînement, que dis-je, ma non-préparation me fait défaut. Mes jambes ne produisent plus aucune énergie. Et à mesure que je pousse, je m'en rends compte. Avec la même bonne intention qu'avant, je ne produis pas du tout la même vitesse. Mentalement, à ce moment-là, ça devient dur pendant un instant. Mais mes ancrages mentaux me rappellent très vite à la situation. Je me reconcentre à nouveau sur mes sensations. Pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. Pas la peine de projeter la difficulté que cela pourrait devenir par après. La longueur que cela va durer. L'impact que cela aura sur mon temps de course ou que sais-je. Tout ce qui compte, c'est ici et maintenant. Il faut revenir à la plus grande unité de temps tolérable. Se projeter au maximum que je le peux. Et dans mon cas, le maximum tolérable, c'est l'instant présent. Je ressens mes sensations, de la force que produisent mes jambes, si faibles soient-elles, à l'avancement que cela produit de mon corps dans l'espace. Et je vise à m'en contenter, à tirer de la satisfaction pour me nourrir, m'inciter à poursuivre dans cette dynamique. À peine ai-je le temps de faire ce travail que me voici à 100 km. Et devinez qui vois-je me remonter? Jessica, qui m'adresse un simple « Ah bah t'es là toi !» Moi qui l'avais largué 2 heures auparavant, lui disant que je fonçais pour les 11 heures. Humble, je lui annonce. Je me suis pris une sacrée claque. Elle me rétorque. Bah oui, je t'avais prévenu. Ce à quoi je réponds. Aucun problème, je suis là pour ça. Ça y est, j'ai trouvé mon lièvre. Je m'accroche derrière elle, inlassablement. J'ai passé les derniers kilomètres à ralentir et je ne sais pas où ça va me mener à cette allure-là. Mais là, j'ai ma chance. Elle va me sauver. Si je tiens bon derrière elle, je pourrais peut-être finir dûment ces 180 km. J'arrive à la tenir. Quelques kilomètres passés derrière sa roue, puis je finis par rouler à son côté. Elle me dit alors « Bon, je crois qu'on va finir ensemble. » En effet, il le faut. Continuer encore seul pendant 70 km serait vraiment délicat mentalement. Et donc je risque de ralentir encore, ce qui est inenvisageable. Nous commençons à échanger plus profondément. Tous les sujets y passeront pendant plusieurs heures, allant de nos expériences préalables de compétition à nos motivations les plus profondes, en passant par notre vie de famille et notre passé. Les kilomètres passent, dizaines après dizaines, ravitaillement également. Parfois on les attendra à chaque croisement, mais ils ne viendront pas. Et les attendront encore pendant de longues minutes avec espoir. Aux alentours du 140e kilomètre, nous rencontrerons une jeune fille qui peine sur son vélo. Nous l'encouragerons autant que possible. Cette fille-là, c'est Louisa. Retenons son nom pour plus tard. Arrivé au bout du 160e kilomètre, je perds peu à peu Jessica. En effet, petit à petit, je la vois disparaître au loin. Son image devenant de plus en plus trouble à travers la chaleur, rendant le paysage flou, et la sueur agressant mes yeux, m'empêchant de les ouvrir complètement. Voilà que je ne l'ai plus dans mon champ de vision. Je peine alors à continuer, pensant à chaque bâtisse, que j'arrive enfin au village qui m'a accueilli hier quand je suis arrivé, et que j'ai vu les premiers triathlètes passer. Mais non, encore et encore des villages qui me semblent tous inconnus jusqu'à ce que j'entre. Puis, la mémoire me revient alors, et à chaque fois c'est le même processus. Ah oui, bien sûr, je me souviens de celui-là. C'est pas le bon, mais aucun problème. Celui que j'attends, c'est le prochain. Et au prochain, j'aurai la même sensation d'inconnu encore à son abord. Puis, je le reconnaîtrai une fois à l'intérieur, comprenant que ce n'est pas celui-ci, reprenant espoir au fait que ce sera le prochain. Encore et encore. La chaleur est lourde, le soleil frappe fort. Le temps s'étire et n'ayant plus rien pour mesurer mon avancée, le compteur de Jessica, ainsi qu'elle-même ayant disparu, je perds la notion du temps, jusqu'à me sentir comme coincé dans une boucle temporelle. À un moment, je pense même que je n'en sortirai jamais. Et que tant que je ne reprendrai pas conscience et regarderai à nouveau les éléments m'entourant avec lucidité et aplomb, ce serait ma sentence. Alors, je décide de briser la boucle temporelle et de reprendre le contrôle de la réalité. Un village approche, je ne laisse pas cette sensation d'inconnu refaire surface. J'analyse les éléments consciemment avec attention, n'en espérant rien, regardant simplement de façon neutre chaque bâtisse, cherchant dans mes souvenirs, et voilà que le cercle est brisé. Comme une prophétie autoréalisatrice, je me retrouve dans le village que je recherchais, reconnaissant chaque lieu, chaque champ, chaque vache, chaque maison, chaque croisement. Je le sais, le ravitaillement final arrive. J'envoie les panneaux. J'arrive sur ce lieu où plusieurs heures auparavant, 90 km plus tôt, je rigolais avec les enfants du stand, considérant ce cycliste taciturne, quasi muet. Cette fois, c'est moi qui aurais du mal à parler. Pas par mon manque de bonne humeur, ça jamais. On peut toujours la lire sur mon visage d'ailleurs, mais parce que je suis à bout de force. Je m'éjecte de mon vélo sur le côté et titube à travers les stands, avec une allure d'un homme ayant traversé le désert mort de soif, mélangée à celle d'un ivrogne sur la voie publique. Et voilà qui j'aperçois face à moi dans le même état? Jessica. Elle est là elle aussi, en piteux état malheureusement. Je comprends alors qu'on est tous dans le même bateau. Deux options possibles. Soit elle ne m'a pas tant distancé que ça, soit cela lui a coûté trop cher et elle est restée bien trop longtemps sur ce ravitaillement à récupérer. Nous échangeons quelques mots. J'en ai plus le souvenir exact, mais cela ressemblait à cela. Ça va? Non, pas du tout, et toi? Non, c'est l'enfer. Je la vois tituber jusqu'à la cabine de toilette, puis disparaître.
Je me dis que je devrais l'attendre un peu, que si ça se trouve, elle aura un grave malaise à l'intérieur et n'en ressortira pas. J'attends alors un peu, je mange quelques barres et bois de l'eau. Je me rapproche de mon vélo, toujours en jetant quelques coups d'œil sur la cabine dans laquelle elle est rentrée. Toujours pas de Jessica. Ça m'inquiète pas mal, je regarde partout autour de moi, mais je la vois pas. Deux options sont possibles. Soit elle est en piteux état là-dedans, soit elle est repartie mais je ne l'ai pas vue. Je ne sais que faire. Finalement, je prends la décision de partir et j'enfourche mon vélo, en me disant que si elle est vraiment mal en point, quelqu'un du stand de ravitaillement va s'occuper d'elle. Me voilà reparti. Mais après l'arrêt prolongé, il est difficile d'enchaîner. Une pause si longue vous ramène au confort de ne pas faire d'efforts. Vous rappelle que cette sensation est possible, en tout instant, qu'il dépend de vous l'octroyer. En plus, juste après, il y a une montée. Pas grand-chose par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter par le passé en montagne lors de mes longues sorties avec mon mentor de l'époque. Ni en termes de longueur, ni en termes de raideur de la pente. Mais dans l'état où je suis actuellement, ça me paraît insurmontable. Je peine alors à passer cette dernière, puis prends élan dans le faux plat descendant qui suit. Cela est très plaisant. Je prends le vent et ce coup de frais et cette sensation de vitesse me requinquent. Mais au moment de ma pleine vitesse, qui reconnais-je au loin? Jess, affalée sur son vélo, au bord de la route. Ça non, elle ne s'arrêtera pas là, pas si près du but. Je commence alors à crier à son approche. Allez Jess, on selle! Voyant qu'elle peine à se relancer, je ralentis pour l'accompagner. J'arrive à son niveau pile au moment où elle remonte sur sa monture. Je pose alors une main sur son dos pour la pousser, tout en continuant mes encouragements. Allez Jess, d'une air, ça repart! Elle explose alors en larmes en me disant « Non, ne me pousse pas, je vais y arriver, toute seule !» Je comprends totalement ce qui se joue en elle. Je fais alors acte de présence et de soutien moral. « Allez Jess, tu sais pourquoi t'es là? T'es venu le chercher ce côté-là de toi, alors le voilà !» Et là, elle me dit une phrase choc. « Je vais pas pouvoir faire le marathon. » Impossible! Jess qui m'a sauvé au 100e kilomètre ne veut pas poursuivre après le vélo. Il faut que je la sauve à mon tour, que je lui rende l'appareil. Allez, allez, tu vas le faire, t'en es largement capable. T'as une super allure là, t'as repris. Elle me répond les larmes aux yeux. C'est vrai, tu trouves? Bien sûr, regarde-toi là, t'es au top. On n'est pas venu pour s'arrêter, pas en si bon chemin. On va finir ça en beauté. Il y a ton mari qui t'attend à la fin de la boucle, tu vas le voir, ça va te faire du bien. Pour avoir réussi à la rehausser en confiance en elle, juste ce qu'il faut pour finir le vélo. Mais malheureusement, pour le marathon, j'ai encore des doutes. J'imagine alors la transition. Elle va être seule au moment du passage dans la tente. Ce moment décisif où elle va être à l'arrêt, où elle va sentir toutes ses douleurs et où elle va devoir rassembler ses forces et envisager de partir sur un marathon. Je réfléchis alors au fait que je vais devoir la bouger encore plus que ce que j'ai réussi à faire là. Je commence alors à réfléchir à ce que je vais pouvoir lui dire. Nous arrivons avec peine à la fin de ces 180 km, passant une dernière longue montée et voyant enfin les spectateurs. Le parc à vélo, la zone de départ et la tente de transition, là où tout se passe. Et surtout, les coureurs, déjà élancés sur le marathon, qui visiblement se déroule autour du lac. Je comprends alors ce qui m'attend. Il fait lourd, le soleil tape fort, et je n'aurai plus le vent du vélo pour me rafraîchir. Je pense à ma délivrance de pouvoir courir, et enfin quitter cette position assise si inconfortable. Mais d'un autre côté, je sais que ce n'est que pour retrouver, sous peu de temps, un autre inconfort, un autre enfer, celui d'un marathon sous le soleil. Je vois le mari de Jessica venir à son bord. Je suis très touché de voir ça, c'est magnifique. Et j'arrive doucement sur la ligne où je peux enfin poser définitivement pied à terre. J'aperçois ma mère, tout à fait troublée. Elle ne m'a pas vu depuis 4h30. En effet, j'ai mis près de 1,5 fois plus longtemps sur cette deuxième boucle. Et elle en a vu passer des ambulances, n'ayant aucun moyen de savoir qui était à l'intérieur. Elle s'est beaucoup inquiétée. Ça va aller. Tout sourire, me voilà prêt à enchaîner. Et attends, on n'est pas venu pour rien. C'est drôle comme les gens peuvent s'inquiéter de mon état, Quel enfer. Tu m'étonnes. avec ce qui est rejeté par l'extérieur, et la différence avec mon état interne, parfaitement en phase et en état de flow, que je fais ressortir par un simple sourire. Quel plaisir de courir à côté de mon vélo, et bientôt simplement courir pour valider mon marathon, et donc mon Ironman. J'en aurais presque oublié mon eau. Heureusement, ma mère est là pour me le rappeler. En effet, la sudation va être un problème critique au vu de la chaleur qu'il fait et du taux d'ensoleillement sur le parcours. Je réfléchis donc 1000 fois à tout ce que je dois prendre, je me reconfigure en mode coureur, et là, je remercie le ciel de cette idée merveilleuse qu'a eue ma mère au moment de faire les affaires. Elle m'a sauvé en me rappelant de prendre cette casquette, chose que je n'aurais pas faite sinon. Il y a très peu d'ombre sur la course. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est secouriste ou parce que j'ai l'impression qu'ils se sentent pas bien? Je m'en rendrai bien compte durant les prochaines heures à quel point cela aurait été terrible. Pas préparer le vélo, c'est pas une bonne idée. Je prends également la décision de porter un camelback, à cause de cette peur bleue de la crampe et de l'hypoglycémie. Une décision sur laquelle je reviendrai bien assez vite. Je mets pas mal de temps à me préparer, mais je ne vois toujours pas Jessica sortir de la tente. En effet, je guette la sortie, car j'avais oublié que les hommes et les femmes étaient séparés. Donc, que si je ne la voyais pas ressortir, et qu'elle passait 30 minutes allongée à abandonner, je ne pourrais simplement rien faire. Comme la dernière fois, au ravitaillement final lors du vélo, je choisis de partir sans elle. Sans savoir si elle va bien,
et si elle va continuer la course. Eh ben on peut dire que j'ai plus la même forme que quand je faisais mon Ironman. Après le défi de septembre dont je te parlerai certainement plus tard, je suis complètement explosé. Rien que de faire une simple randonnée pour arriver au sommet de Marseille-Vert, même pas. J'ai même pas voulu aller jusqu'au sommet de Marseille-Vert, je suis allé un peu avant. Je suis complètement explosé. Bon, revenons à nos moutons. Wow. Finalement, nous y voilà. Je prends le départ de mon premier marathon. Et quel marathon! Va falloir encore que j'avale 42 km après toutes les péripéties que je viens de te raconter. J'ai bien aimé le vélo, il paraît qu'ils font un marathon, donc j'ai décidé de rejoindre le marathon. Mais honnêtement, ça fait quelque temps que j'ai hâte de pouvoir m'exprimer à nouveau. La course à pied, c'est l'épreuve dans laquelle j'estime avoir le plus de compétences. C'est mon domaine, clairement. Donc même si j'ai pris énormément de retard par rapport aux estimations de temps prévues, je me dis que je peux finir en beauté en validant 4 heures. On était aux alentours de 6 minutes par kilomètre. Alors certes, ma mère m'a bien mise en garde au moment de la tente de transition. Apparemment, il y a beaucoup de malaises qui ont lieu et le soleil frappe fort. Apparemment, le parcours contient peu de parties ombragées, étant donné qu'il se situe sur les digues qui font le pourtour d'un lac. Je prends le départ et je vois déjà un premier tronçon d'arbre. Une première partie ombragée après à peu près un peu plus d'1 kilomètre. Je me dis qu'en fait, c'était juste des exagérations de la part de spectateurs qui n'ont pas du tout l'habitude de subir des conditions difficiles. L'idée de marcher pendant ces portions ombragées pour en profiter et mieux se reposer pour la soutenabilité de la course m'a été soufflée. Mais honnêtement, à peine un peu plus d'1 kilomètre après le départ, ça me paraît complètement inconsidéré. Après cette portion, j'arrive déjà au premier stand. En effet, lors de cette épreuve, il y aura de quoi se rafraîchir, se ravitailler et échanger tout simplement avec d'autres humains tous les 2 kilomètres. Incroyable, non? Honnêtement, ça peut paraître beaucoup de prime abord, c'est la première réflexion que j'ai eue, mais finalement, ce sera pas de trop. Jet d'eau, bac d'eau froide pour tremper la casquette, bénévoles qui vident des gobelets d'eau sur la tête et éponges gorgées d'eau qu'on peut garder sous le t-shirt, tout est là pour nous permettre de supporter la chaleur. Me voilà reparti et à nouveau face à moi comme au départ, une longue ligne droite d'1 kilomètre. Bon, si ça va être comme ça tout du long, ça va vraiment pas être facile mentalement. Je cours à côté d'une femme qui a une trifonction, déjà pas comme moi, floquée par plein de sponsors et éditée à l'occasion de l'édition du triathlon d'Hawaï, le championnat du monde. Là d'où est originaire la discipline de l'Ironman. Je sais pas si c'est normal ou non de courir à sa vitesse. Je résous assez vite la question en me disant qu'elle a dû être au dernier tour et moi au premier. Elle a dû participer il y a des années et que là elle participe encore à des triathlons juste pour le plaisir et pas pour la performance. Me voilà à la fin de la deuxième ligne droite et à nouveau de l'ombre. C'est génial finalement, ça va pas être si dur que prévu. Enfin, par rapport à ce qu'ils m'ont annoncé, la gestion du soleil pour l'instant ça va. J'arrive au deuxième ravitaillement et bien sûr, au bout de 4 km, j'ai toujours pas utilisé mon camelback. Je demande donc à l'organisation si je peux le poser, il me sert réellement à rien et en plus il m'alourdit. En plus d'être encombrant et gênant dans mes mouvements. Et franchement, j'ai besoin d'aucun fardeau inutile, ma masse musculaire m'handicape déjà bien assez sur une épreuve de ce genre. Je suis pas taillé pour ça moi normalement. Me voilà délesté, je me sens franchement bien, j'arrive près de 5 km et honnêtement je suis encore dans des parties ombragées. Enfin bref, tout roule. J'ai un bon rythme, je me suis toujours pas arrêté de courir. Et là, au sortir des dernières ombres que j'aurai l'occasion de côtoyer sur cette boucle, voilà encore une longue ligne droite en plein cagnard face à moi. Alors celle-ci est belle, certes. En plein milieu de l'eau, elle fend le lac en deux. Alors c'est génial d'être entouré d'eau, mais ça donne l'impression d'une longueur infinie. Et c'est tout de même la troisième de cet acabit sur le parcours. Ça commence à faire beaucoup. Alors je trace, toujours à bon rythme et avec pas mal de motivation, je dégomme cette ligne droite. C'est quand même encore mon premier tour. Et je viens de sortir de 7h30 de vélo, alors en termes de lassitude, ça me change pas mal, ça fait du bien. J'arrive à la fin de cette longueur infinie et je vois 3 choses que j'aime bien. Ma mère, des douches et de la nourriture. Alors je suis plutôt content. En plus, ma mère m'indique qu'elle est en communication avec ma fiancée et qu'elle surveille les temps et que je cours très bien. Je suis aux alentours de 6 minutes par kilomètre comme prévu. Génial, quel passage sympa. Je lui indique que tout va bien, que jusque-là j'ai eu pas mal d'ombres finalement et que je me porte très bien. Toujours tout sourire. En plus, je vois que c'est la zone de départ, donc sensiblement pas loin de la fin de la première boucle. Je vois pas trop où vont finir les 4 derniers kilomètres. Avec le recul, je me regarde avec compassion. Je savais vraiment pas ce qui m'attendait. Donc je mange un bout et je repars de plus belle, lui disant simplement à tout de suite. Bah oui, j'ai fait 6 km sur 10, donc on se revoit bientôt pour la fin du tour. Encore une fois, je savais vraiment pas ce qu'allaient être ces 4 derniers kilomètres. Je passe quelques groupes de supporters bien installés, en mode pique-nique dans l'herbe, une zone vraiment pleine d'encouragement et je m'engage sur la dernière digue. Et là, pour la première fois, je vois des coureurs dans le sens inverse. Ça fait bizarre. Ah oui, j'avais pas du tout analysé le parcours, donc je pouvais pas comprendre ce que ça signifiait. Je comprends rapidement. En effet, on va faire un aller-retour complet sur cette digue pour retourner à la zone de départ. C'est donc là que se situent les 4 derniers kilomètres. Alors au début, moi je me dis ça va.
On sait en permanence ce qui nous reste vu qu'on a le visuel sur le point à atteindre. Et puis quand c'est un aller-retour comme ça, t'as le ressenti dans les pattes. Donc tu sais exactement ce qu'il te reste à faire quand tu pars pour le retour, vu que tu viens de le parcourir. Sauf que ça devient long et redondant. Aucune variation de paysage. Soleil plein, pas de zone d'ombre pour s'abriter et une chaleur étouffante. Et là, je comprends le début de mon enfer. Je cherche mon air et je m'arrête pour marcher une première fois. Et le ravitaillement du 8e n'arrive pas. Je le vois pourtant, mais pas moyen de s'en rapprocher. Serait-ce le retour des illusions d'optique? Finalement, je le sens. Même si j'ai le visuel sur le point à atteindre et une bonne notion des distances dues au paysage dégagé, le retour va être long. Heureusement qu'il y a un ravitaillement tous les 2 km. Ne serait-ce que pour se rafraîchir la nuque et mettre de l'eau sur la casquette. J'arrive enfin, mais bordel, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Ils ont mis un plot à 100 mètres après le ravito, qu'on est obligé d'aller dépasser pour valider la distance officielle et revenir au stand. S'il est déjà insupportable à rallier au premier tour de la course, qu'est-ce que ça va être pour les 3 suivants? Bon, je repars affronter cette digue infinie pour enfin finir ce premier tour, bordel. À travers les effluves de chaleur, rendant trouble ma vue et le paysage flou, et les dizaines, voire centaines de coureurs qui arpentent ce chemin de la mort. Je lutte à remonter cette digue, et là, qui vois-je? Le gars du parc à vélo, qui m'a accueilli un peu rudement la veille, en me disant que pour lui, si je n'avais aucun kilomètre d'entraînement de cyclisme au compteur, c'était impossible que je finisse le vélo. Il est surpris, il me dit qu'il s'attendait vraiment pas à me voir là. Je lui confie que c'est dur là, franchement. Nous échangeons stratégie quelques instants, puis il me lâche en me disant « Allez, si t'en es là, tu vas finir ». Ça me relance en termes de motivation de connecter avec quelqu'un qui est hors de ma perception actuelle. Ça vient briser mon enfermement de l'esprit dans lequel j'étais. Et en plus, sa phrase me projette dans un avenir radieux. Un avenir où je finis l'Ironman. Je continue avec de l'entrain et en plus, grâce au fait que je sois sorti de mon effet tunnel, j'observe mieux autour de moi. Et je reconnais des participants avec qui nous avons fait des dépassements mutuels lors de la partie cyclisme. Et j'avais forcément fini derrière eux étant donné qu'il y avait la voiture balai à la fin du cyclisme derrière moi. Donc si je les ai remontés en 8 km de course à pied, c'est que je suis allé assez vite quand même. Et comme pour compléter un retour en puissance du bon côté de la vie, devinez qui je vois dans le sens inverse. J'ai l'impression que j'ai déjà préparé ce genre d'annonce au moins 1000 fois en racontant cette histoire. J'aperçois Jess dans l'autre sens, et ça me fait plaisir de la voir. Et je lui dis d'ailleurs, elle a un peu repris du poil de la bête. Bon, elle est clairement pas à son maximum, logique vous me direz, vu tout ce qu'elle a dans les pattes actuellement. Ça me fait plaisir de te voir, t'es trop forte, allez continue comme ça, courage! Génial, Jess est dans la course. C'était toute ma hantise qu'elle ne prenne pas le départ quand je l'ai abandonnée à la transition. J'arrive enfin à la fin de la première boucle. Je me rafraîchis bien, et je vois ma mère au loin, qui est à côté d'un panneau. Ce panneau indique que c'est là que le tour se finit, et nous invite à tourner à gauche si c'est notre 4e tour, et à continuer le marathon le cas échéant. On pourrait tourner à gauche là pour finir là. Ah ouais, ben non, allez, Je récupère mon bracelet du premier tour sous les encouragements de ma mère et recevant un encouragement personnalisé des jeunes du stand qui sont super sympas, lisant mon prénom sur mon dossard. Ça donne beaucoup d'énergie pour s'attaquer à la suite, même si maintenant que j'ai fait un tour, je dimensionne très bien ce qu'il me reste à faire. 3 fois ce que je viens de faire, c'est dur à digérer. 31,5 km me séparent de la ligne d'arrivée de mon Ironman. Surtout que je viens de quitter 2 portions qui ont les mêmes caractéristiques. Longue ligne droite, pas d'ombre, pas de supporter entre les checkpoints. Pour en attaquer un similaire, quasiment jusqu'au prochain ravito. Je vais appeler ça les 6 km de l'enfer. En fait, sur ce parcours, on a un peu d'ombre autour du premier ravito, donc de 2 km, un peu plus d'ombre autour du deuxième ravito, donc de 4 km, mais tout le reste est pleinement ensoleillé, le soleil frappe très fort et l'air est difficile à chercher. Jusqu'alors, je pensais que je devrais m'arrêter uniquement lorsque j'en pourrais plus et que j'aurais besoin d'air. Donc que ça arriverait uniquement sous le soleil et que je pourrais galoper tranquillement pendant les passages à l'ombre. Mais je commence alors à reconsidérer un des conseils que le gars du parc à vélo m'a donné alors qu'on était sur la digue. Essaye de marcher à l'ombre pour en profiter plus longtemps et de courir au soleil pour que ça passe plus vite. De toute façon, j'ai beau essayer de stratégiser, à peine arrivé à l'ombre des arbres, mon corps s'arrête automatiquement pour en profiter. J'arrive une seconde fois au premier ravitaillement de la boucle. Je reconnais les bénévoles qui me reconnaissent également. Enfin, peut-être qu'ils me reconnaissent, mais en tout cas, ils n'ont pas le bon compte en tête. Allez, dernier tour, c'est ça? Dépité, je réponds. Non, pas vraiment. Avant-dernier alors? Non, il m'en reste 3. Ah, allez, courage, courage! Encore à ce jour, je sais pas si leur intervention était plutôt bénéfique pour les encouragements et l'énergie qu'ils ont voulu m'apporter, ou négative parce que ça m'a projeté dans une réalité qui était donc pas la mienne, où j'aurais fini, avant de me ramener illico presto dans ma réalité qui était tout autre. En tout cas, je continue ma route. Et lancé pour le deuxième checkpoint, je profiterai donc encore des quelques ombres qui se situent autour de ce dernier. D'ailleurs, je ferai un petit hors-route pour rejoindre le deuxième checkpoint,
grattant encore quelques kilomètres comme si on n'avait pas déjà assez, et je retrouverai une camarade avec laquelle nous avons effectué des dépassements mutuels lors du vélo. Ça me fera beaucoup de bien de me retrouver à courir de nouveau avec quelqu'un, car être seul, ça commençait à être lassant. Surtout qu'on sort à nouveau de la zone d'ombre pour attaquer donc les 6 km de l'enfer, en passant par la première longue digue avant d'arriver sur les douches, puis la pire, la digue qui fait un aller-retour avant la fin du tour. Puis là, le tour aura beau être fini, on continuera encore sur une longue digue de plus d'1 kilomètre avant d'avoir enfin accès à de l'ombre. En fait, comme tu l'as compris maintenant, il existe quelques ombres sur le parcours, mais elles sont tellement compactées que lorsqu'on les quitte, on a l'impression de faire la traversée du désert avant de les retrouver. Sur cette digue, on est rejoint par la dame du parc à vélo de la veille. Et là, j'apprends une première chose. Il existe des barrières horaires. Je suis plus si serein d'un coup. Moi qui croyais pouvoir finir dans tous les cas, parce qu'au pire, j'avais qu'à ralentir jusqu'à l'infini et juste continuer sans m'arrêter pour y arriver. On essaie de comprendre les dites barrières horaires. J'ai toujours pas de montre, je tiens à rappeler, ni de compteur de vitesse ou quoi que ce soit. Elle nous rassure en nous disant qu'on est très large et que ça arrive qu'il les repousse pour permettre à des athlètes de finir dans tous les cas. Je suis pas tout à fait rassuré parce que j'ai pas les chiffres exacts en tête. Elle me dit alors que ça pourrait durer jusqu'à 22 heures. 22 heures depuis 7 heures du matin, ça fait 15 heures. Là, je me dis qu'en effet, c'est large. Qui met 15 heures pour finir un Ironman? De toute façon, j'annonce la couleur. Je finirai coûte que coûte, avec ou sans organisation. Qu'on m'autorise l'accès au parcours ou qu'on me l'interdise. Quitte à finir mon marathon dans la Pampa. Nous arrivons enfin sous les douches. Quelle délivrance! Après plus de 10 heures d'épreuve sous le soleil, mon corps surchauffe, j'ai des coups de soleil de partout. J'y serais bien resté une éternité sous ces douches. Là, je suis au prime. Douché, ravitaillé, ma mère pour me soutenir. Il en faut avant ce qui m'attend. L'aller-retour de la mort. J'aurais peut-être dû monter sur un vélo quand même avant aujourd'hui, quoi. Oh, comme ça, on ne sait pour la prochaine fois. Ouais, ça paraissait logique. Du coup, j'ai fait l'inverse, c'est logique, quoi. Et en prime, je sais pas pourquoi, mais ça m'a touché particulièrement. J'ai cette phrase d'un gars du stand qui m'est adressée. Ouais, c'est très beau, hein. Allez savoir, dans ces moments, il suffit d'un ton de voix, d'un mot employé, d'un timing mental pour déverrouiller une porte motivationnelle de l'esprit. Au moment où il me dit ça, ça sonne comme une évidence. Bien sûr que je vais aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il croit à m'évoquer l'éventualité inverse? C'est pas parce que j'ai cette allure de l'extérieur qu'à l'intérieur ça se fragilise, ne serait-ce que d'un brin. Allez, je repars là-dessus. Affrontons cette foutue digue. Je cours, je ralentis et je marche. Moi qui pensais finir cette partie ensoleillée très rapidement afin de finir cette première boucle, vu que j'avais marché dans l'ombre comme l'avait conseillé le gars du parc à vélo. Me voici bloqué dans cet enfer interminable, la digue du 6e au 10e kilomètre. Je cours à nouveau, puis m'arrête encore et encore. Je perds même Kat de vue, la femme avec qui je courais à l'instant. Avec peine, je rejoins le point de fin de la boucle, et où je prends pour la première fois le temps de regarder avec attention l'équipe qui me passe le bracelet autour du poignet. Je regarde chaque personne individuellement dans les yeux. C'est vrai que ça fait des heures que je dis merci, merci, merci à tout va, en continuant de regarder le sol ou en restant juste dans ma bulle. Mais je profite pas réellement de ces encouragements. Je les accueille pas dans mon cœur. Et là, je m'ouvre. Et je mets de la conscience dans l'instant pour une fois. Et l'effet est immédiat. Je suis très ému. En plus, en me passant le bracelet, la fille du stand me dit « Allez champion !» Et comme dit avant, allez savoir pourquoi, certains mots à certains moments ont plus d'impact que d'autres. Je pense que l'explication là, c'est que j'ai vu depuis avant des centaines de personnes faire la même chose que moi. Alors, j'ai banalisé l'expérience. En plus, du fait que je sois en train de la vivre, forcément, je l'idéalise moins. Bah oui, c'est bien connu. Quand on réalise ses rêves, il y a eu un tel chemin en amont que l'expérience est souvent bien moins exaltante qu'auparavant quand on la rêvait simplement. Mais là, le fait qu'elle me dise le mot champion, à mon avis, ça a ressorti un tiroir de mon esprit. Tu sais, le même tiroir que lorsque j'étais gosse et que je regardais les athlètes d'Ironman comme des champions. Alors voilà, ça m'a ému. Et j'étais pas au bout de mes émotions. Parce que juste après, c'était le pôle de la course. Là où il y a tous les exposants, le parking, les stands, etc. Alors forcément, il y a plein de supporters. Et là, je revis l'expérience de tous les regarder individuellement dans les yeux. Et forcément, quand on fait ça, on reçoit d'autant plus d'énergie de ce moment, car les encouragements redoublent. Et oui, en faisant ça, l'empathie de l'encourageant augmente. En se regardant dans les yeux, il ressent mieux ce qu'on vit. Et donc, le moment prend un coef multiplicateur énorme. Les larmes aux yeux me sont montées. Je savais pas quoi dire d'autre que ce que je dis depuis des heures. Merci, merci. Mais ces merci-là n'avaient pas du tout la même contenance que les autres. Heureusement que ça arrive à ce moment-là. Parce que depuis que j'approche du 21e kilomètre, je prends conscience que je vais redevoir faire exactement la même chose une deuxième fois. Et c'est franchement dur mentalement. Inutile de dire que ça y est, ce troisième tour va être franchement long. J'alterne entre marche et course, que ce soit sous l'ombre ou sous le soleil. Il n'y a plus de stratégie qui tienne là, uniquement de la survie. Il n'y a plus qu'à refaire tout ce que je viens de faire une deuxième fois et on est bon, hein. Ouais, et t'as remonté grave au classement, mais grave. Bon,
Et au stand de ravitaillement, bien sûr, tout le monde croit que c'est mon dernier tour. À chaque fois, j'ai alors le malheur de leur annoncer que non, renforçant ma peine. Je suis rejoint sur ce tour par Louisa, une fille qu'on avait dépassée au vélo, qu'on avait bien encouragée d'ailleurs, mais qui a dû du coup nous rattraper par après. Enfin, de toute façon, on a fini avec la voiture balai, donc c'est assez certain. J'ai dû la dépasser grâce à ma vitesse de course sur les premiers tours. Cette vitesse s'est bel et bien envolée. En partie à cause du soleil. Mais bon, la dame du parc à vélo m'a dit qu'on avait jusqu'à 15 heures de course pour finir. Et en faisant mes calculs, on est large. De toute façon, là où j'en suis, je ne pense plus à aucun temps. On est dans le cas numéro 3 de satisfaction. Finir l'Ironman sans préparation me contentera bien assez. C'était sans compter sur une information cruciale que je n'avais pas. En effet, la dame du parc à vélo me remonte en vélo et vient me dire qu'il y a une barrière horaire sur chaque tour et que je m'approche dangereusement de celle du tour en cours. Ça veut dire clairement que si je ne la passe pas, on m'invalidera la possibilité de continuer et de finir mon marathon. Tu rigoles ou quoi? J'ai pas fait tout ça pour m'arrêter à 10 km de la fin. De toute façon, je l'ai dit, qu'ils essayent de m'arrêter. Je finirai seul n'importe où pour finir mon marathon. Tout de même, j'ai envie de finir sur le parcours, de valider un temps officiel, d'avoir ma médaille, de finir sur la ligne d'arrivée. Bref, je fais mes calculs. Je dois passer cette barrière. Elle est à 20h45. Je me rends compte que je dois courir à 5 minutes au kilomètre pour la passer. Depuis avant, j'alterne entre 6 et 7 minutes au kilo pour ma course, approximativement vu que j'ai pas de compteur. Et j'alterne en plus avec des marches. Et là, je devrais courir 4 km d'une traite à 5 minutes au kilo? Possible. Ok, pas le temps de réfléchir. Je fonce. J'abandonne petit à petit Louisa, qui commence à stresser pas mal pour la barrière elle aussi. Toi, tu te sens bien? En vrai, ça va. Hein. Ouais. Je reste comme ça, je sais tenir encore 20, 30, 40, 50, y a pas de souci. Hein. Juste je peux pas aller plus vite. Elle, de son côté, ne veut pas connaître l'heure. Elle donne juste son maximum. Et moi, personnellement, je demande régulièrement à l'accompagnatrice qu'elle me donne l'heure pour faire mes calculs. Je ralentis, Louisa me repasse. Nous arrivons bientôt au point d'aller-retour du 8e kilomètre. Je la vois arriver dans le sens inverse de moi, donc sur le retour. Et là, j'accélère vraiment. Je prends une superbe allure, peut-être même en dessous de 5 minutes par kilomètre, pour finir ces 2 derniers kilomètres et avoir tout le loisir de finir le dernier tour en même plus d'1 heure s'il le faut. Je tiens bien mon allure. C'est fou de courir aussi vite, aussi longtemps, alors que j'agonise depuis 14 heures sous le soleil, j'arrêtais pas de marcher en permanence. Bref, le corps est vraiment illimité, c'est dingue. Simplement parce que j'ai une motivation suffisante, je me mets à une allure que je n'imaginais même pas pouvoir tenir quelques minutes auparavant. Bon, il faut dire ce qui est, j'ai pas du tout les mêmes sensations qu'auparavant. Mon air n'est plus si dur à chercher. Le soleil nous quitte peu à peu et la nuit fait place. Je passe le 3e tour, 10 minutes en avance. J'ai vraiment dû courir vite. Si mes calculs sont exacts, en dessous de 5 minutes par kilomètre. C'est fou! J'ai donc 1h25 pour finir sous les 15 heures et finir ce foutu Ironman. Je redescends en pression et je reprends une conscience intacte. Et là, je me mets à réaliser. Je prends la décision de prendre tout mon temps sur le dernier tour pour bien investir mon esprit de cette conscience et m'imprégner de ce moment unique. Je marcherai alors beaucoup sur ce dernier tour. Pas par atteinte de mes limites physiques. On l'a vu avant, elles seraient, semble-t-il, illimitées quand le mental est branché sur le bon canal. Non, par choix. Pour apprécier ce moment à sa juste valeur, pour faire une rétrospective sur tout le chemin parcouru, pour m'octroyer encore un grand moment d'émotion, comme on a la chance d'en vivre peu souvent dans cette vie. Finalement, c'est pas si bien. Ironman. Juste à marcher avec moi. Tranquille. Mais moi, j'ai pas fait tout le reste. Ah, le Swami! Swami, il existe plus. Il est là, il est là. Il est encore là, il parle, il rigole. Allez. À tout à l'heure. Être le mec qui bosse le plus dur de la pièce, mais surtout celui qui a le plus grand sourire de la pièce. T'as toujours le sourire, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont encore. Je laisse Louisa alors me dépasser. Elle m'encourage alors que je marche sereinement. Je lui dis alors que je prends le temps de profiter et que j'ai pas besoin d'encouragement. Je crois qu'elle comprend pas, elle qui se bat si dur pour réussir à finir. Je suis complètement détaché de cet état d'esprit de guerrier bagarreur qui reste solide pour montrer qu'il peut y arriver. Je suis connecté à quelque chose de bien plus profond. La réalisation de son plein potentiel. Je connecte volontiers avec les sensations de douleur de mon corps. Je ne les réfute pas, je ne les mets pas loin de moi mentalement. Je les embrasse et les accueille à bras le corps. Elles font partie intégrante de cette expérience, qui n'aurait pas du tout la même ampleur sans elles. Forcément, au vu de ce que je recherche dans ce dernier tour, il est très long. J'aurais pu mettre moins d'1 heure et passer proche des 14 heures, rattraper des concurrents, etc. Mais je ne réfléchis et ne désire pas un seul instant cela. Non, ça ressemble plus à une balade autour d'un lac vu de l'extérieur. Ce dernier tour prendra 1h20. Et je rejoindrai, à la fin de la digue du 6e kilomètre qui donne sur les douches, une mer complètement paniquée par le temps affreusement long que je mets. En même temps, avec un état extérieur qui reflète pas du tout mon état intérieur, c'est difficile à comprendre, je le conçois. Et c'est comme ça depuis le début d'ailleurs. En plus, j'encourage Louisa. Louisa, on y est. On va le faire.
qui elle en a besoin pour le coup. Du coup, ça donne l'impression que je suis à fond dedans, alors que pas du tout. En effet, sans faire exprès, je l'ai rattrapée. Elle est en grande difficulté, semblerait-il. Et je la laisserai me passer une dernière fois, au 8e kilomètre, sur la digue de l'enfer. Et je prendrai le soin de dire aux bénévoles du dernier stand que je suis le dernier participant, qui peuvent plier bagages, et je les remercie chaleureusement de toute l'aide qu'ils nous ont apportée lors de cet après-midi. Ce qui s'est passé aurait été tout bonnement impossible sans eux. Je croise même le dernier photographe qui marche pour rentrer à la base, qui prendra encore quelques dernières photos du jour à la volée pendant que je le dépasse en courant. J'arrive sur la fin de cette digue aller-retour pour la dernière fois. Enfin, mais bien plus léger que les 3 dernières fois. Ma mère qui remonte encore en courant avec ses claquettes, toujours paniquée de tout ce temps que j'ai mis, je lui dis paisiblement que je prends le temps de profiter et que tout va bien. Nous courons ensemble pour finir cette épreuve ô combien importante pour moi. Et arrivons enfin sur une belle ligne d'arrivée, toute prête à accueillir son dernier participant avec autant d'entrain que si c'était le premier. Si je devais résumer cette aventure, je dirais que c'est un message à toutes celles et ceux qui un jour ont trouvé une bonne raison de ne pas accomplir leurs rêves. Que ce soit l'argent, le temps, les responsabilités, la condition physique trop faible à l'heure actuelle, le peu d'énergie à allouer au sport, le fait d'avoir des enfants, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. À travers mon épopée, j'aimerais te montrer que tout est possible. Quand tu arrêtes d'attribuer la responsabilité de la mise en œuvre de tes projets à quelque chose d'extérieur à toi, et que tu réinvites cette responsabilité à n'avoir que d'autres, toi-même. Redevenons souverains de notre vie. Comprenons ses possibilités, ses restrictions, ses échecs et ses réussites. Comprenons à nouveau qu'il n'existe de limite que celle que l'on s'impose, que le cadre dans lequel on vit n'est qu'une trace qu'on a dessinée dans le sable, nous-mêmes, avec un bâton, sur une plage lorsqu'on était enfant. Libre à nous de l'effacer si le temps ne l'a pas fait, d'en redessiner les contours, ou même de prendre le risque de vivre sans schéma préétabli. Cela demande du courage de s'affranchir, certes, mais la route qui s'en dégage à l'issue est bien plus qu'intéressante. Elle est la vie elle-même, dans sa plus pure essence, qui se meut au gré de nos impulsions, libre et infinie. Gardons espoir, car derrière toutes les apparentes difficultés que l'on peut vivre dans un moment de vie peu favorable, se trouve en permanence un potentiel infini qui ne demande qu'à être employé, en accord avec notre être pur, libéré de ces chaînes invisibles. Mesdames et messieurs, c'était Swami Fontaine pour un Ironman sans préparation, pour briser les limitations auto-imposées, pour redonner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin, ici et maintenant.